Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve une nouvelle fois pour décrypter tout ce qui fait ce jeu qu'on aime, et cette fois-ci on va vous parler de scouting étant donné qu'on vous prépare une petite série d'épisodes pour vous aider à observer les jeunes joueurs durant leurs premières années. Et avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube pour nous soutenir et un petit commentaire pour le référencement. Bienvenue sur le podcast de QI Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, comme on vous l'a dit, l'idée c'est de pouvoir vous aider un petit peu à scouter les différents joueurs. Vous savez, on a l'habitude d'essayer de vous donner des clés de lecture sur la NBA et sur le basket en général, et on s'est dit que ça pouvait être assez intéressant de vous proposer l'angle de vue de deux personnes qui ont l'habitude de scouter régulièrement. Moi, ça m'arrive de scouter un peu, mais je pense un peu moins qu'eux. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait deux catégories de joueurs qui étaient potentiellement à différencier. D'un côté, les franchise players. Donc en fait, la question, c'est un peu comment on fait pour repérer un futur franchise player, et surtout pour se dire, est-ce que lui, ça peut être un gros franchise player, ou est-ce que, à l'inverse, il y a des doutes qui se posent. Et un autre qui sera un peu plus sur les role players pour se demander comment on arrive à repérer un joueur qui a un profil de futur très bon role player justement. Et aujourd'hui, donc, on va se concentrer plutôt sur la partie des franchise players. Et pour vous accompagner aujourd'hui, je suis Benjamin, aka le débris sportif, pour vous servir, et vous commencez à avoir l'habitude d'entendre sa voix. C'est Paul qui nous rejoint récemment. Ça va, Paul? Ah ouais, toi. Salut tout le monde. Écoute, moi je suis toujours chaud pour faire des podcasts, donc évidemment que ça va. Puis je trouve que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, il est vraiment cool. Le sujet des jeunes, il passionne de plus en plus de monde, et c'est jamais simple, tu vois, d'avoir les bonnes clés de lecture pour être capable de les scouter correctement. Donc je suis content qu'on puisse aborder ce sujet, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et puis on n'en parle pas trop, donc c'est ça qui est cool. Ouais. On en parler un peu, quoi. Ouais, exactement. Et on accueille du coup avec nous quelqu'un que vous avez déjà entendu chez Q-Basket, qui commence à venir un peu régulièrement, et on est super content de l'avoir encore une fois. C'est Jasper. Ça va, Jasper? Ça va et vous? À quand le CDI là? Parce que je commence à... On commence à faire pas mal de collaborations, mais c'est toujours aussi cool et toujours aussi heureux de parler de basket et encore plus de scouting. Ah ouais, ça qu'il faudrait peut-être, Paul, qu'on demande à Jérém s'il peut pas filer un petit contrat d'alternant à Jasper. Le CDI, je sais pas si on est capable, mais... Le two-way. un petit two-way contract. Ouais. Jasper, est-ce que tu peux juste rappeler sur quel média on peut te retrouver? Généralement, on le fait à la fin, mais autant le faire au début quand même, que les gens puissent voir un peu de quel média tu es. Aucun problème, on peut me trouver du coup sur Twitter @JasperSymbiose, et du coup j'officie sur la page que j'écris qui s'appelle Symbiose, qui parle de scouting en général. Ouais. Et de jeunes, quoi. Ouais, exactement. On aime bien ce que vous faites, et on essaye d'échanger régulièrement. Vous pouvez aller sur le Twitter de Symbiose, et sur leur site, il y a vraiment des reportings qui sont assez complets sur les joueurs, notamment si vous avez envie d'en savoir plus sur les rookies qui viennent d'arriver. Ils vous ont fait un joli programme avec tous les rookies qui ont été draftés l'année dernière, qui sont présentés en 10 minutes sur le podcast de Symbiose. C'est assez intéressant, ça permet d'avoir un tour d'horizon rapide des joueurs, et je pense que vous pouvez retrouver ça. J'espère, je pense que c'était cool à faire cette petite série là. Cool, je sais pas, parce qu'on l'a fait un peu dernièrement, et je t'avoue qu'à un moment on tournait 15 épisodes par jour. Ah oui. Donc en termes de... on a bien charbonné, comme on dit, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de retours. Et je pense que du coup on va forcément faire ça les autres années, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, du coup, ça permet, en fait, si tu connais pas, je sais pas, Rob Dillingham, en 10 minutes, tu sais à peu près quel type de joueur c'est. C'est pas hyper poussé, mais au final, tu sais si tu es le joueur, et c'est le principal pour les gens qui suivent un petit peu, sans vouloir non plus trop s'investir dans le scouting. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Paul, toi, tu commences à être habitué chez Q-Basket, mais t'es un nouveau, donc les gens ne te connaissent pas forcément. Ça fait combien de temps que tu fais du scouting? Moi, j'ai remarqué ces derniers temps que c'est quand même un truc que tu maîtrises quand même plutôt pas mal, et que tu fais depuis un petit moment. Ah, ça fait depuis 2017 que je regarde, on va dire, assidûment, entre guillemets, les joueurs qui vont arriver à la draft. Après, je créais pas de contenu dessus, contrairement à Symbiose ou même à Envergure, basket français.
Je pense que je fais plus ça par passion et par loisir. J'ai- Je suis sûr que j'ai pas l'œil autant avisé que certains chez Symbiose ou d'autres qu'on connaît beaucoup aux US. Et, euh, et vu que je regarde pas mal, je pense que je peux dire deux, trois trucs intéressants, peut-être parler aux gens qui nous écoutent, quoi. Toi, j'espère, ça fait combien de temps que tu fais du scouting? Alors, moi, je pense que j'ai commencé à regarder le basket en 2017 et le scouting, c'est la saison Covid, donc ça va être 2020. Ok. Et le premier joueur qui m'a fait aimer le scouting, c'est Emmanuel Quickley à l'époque, donc Kentucky. Donc au final, c'est assez récent parce que ça fait 4 ans, donc c'est assez récent. Et Quickly qui était quand même un joli prospect à Kentucky pour le coup dans une belle équipe. Ils avaient une belle équipe Ah, à bah, l'époque. Tyrese Maxey, Quickley, bon, il y a Ouais. Nick Richards qui est en moins bonne carrière, mais ils avaient une équipe très intéressante, ouais. Ah, attention Nick Richards, moi je pense que, enfin je sais pas ce que t'en penses Paul, moi je trouve Nick Richards il fait partie un peu des sleepers là de la ligue là avec son petit contrat à 5 millions par an. Moi je serais pas surpris qu'il aille assez rapidement chez un contender en backup pivot avec un rôle intéressant. Ouais. euh, Après, bon, passion, je pense, chez une équipe under, quoi. À la croire qu'il puisse, même ne serait-ce que l'année prochaine, avoir un rôle intéressant. Mais bon, on a vu des mecs sortir un peu de nulle part d'une saison à l'autre, donc pourquoi pas, ouais. Ouais, je pense qu'on. Mais bon, c'est pas forcément le sujet du jour, effectivement. L'idée, c'était qu'on puisse parler de scouting. Euh, Rentrons directement dans le vif du sujet, les gars. Alors, pour vous donner un peu. On a réfléchi à différentes façons de vous présenter le podcast. On s'est dit quels sont les critères qu'on regarde pour pouvoir identifier un potentiel futur franchise player, quels sont les points faibles sur lesquels on transige pas, comment on fait notre scouting. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait faire un peu plus simple. Et on s'est dit qu'on allait vous prendre quatre profils de joueurs. On se projette sur des futurs franchise players et on se dit à chaque fois, c'est quoi les qualités qu'on aime voir, c'est quoi les défauts qu'on n'aime pas voir, quelles sont les qualités qui paraissent vraiment clés, quels sont les défauts sur lesquels on ne transige pas pour alors les playmakers, des joueurs qui sont plutôt des playmakers, les combos, les wings et les intérieurs. Alors ça nous amènera peut-être un peu à dévier, à décrire d'autres profils, mais on va essayer de vous donner des clés sur ces quatre profils. Peut-être, j'espère comme tu es l'invité, à tout invité, tout honneur. Je te propose de commencer avec les playmakers. C'est quoi, Ok. toi, un peu la façon dont tu scoutes des playmakers qui sont, tu vois, des gros prospects et qu'est-ce qui fait que tu te dis à lui vraiment, il y a de quoi aller loin, quoi. Déjà, je pense que pour scouter, maintenant scouter récemment, il faut aussi comprendre comment la NBA évolue. Donc, d'un point de vue large, il faut comprendre que je pense que tu scoutes un playmaker aujourd'hui, pas de la même manière que tu scoutes un playmaker il y a 5 ans. Ok. Parce que la NBA évolue, et je pense aussi dans ton scouting, tu dois aussi prévoir un peu l'évolution de la NBA. Le premier aspect, c'est par exemple le shoot. Il y a une époque où les playmakers, s'ils n'avaient pas de shoot, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, un joueur de basket qui n'a pas de shoot, encore plus sur des lignes arrières, c'est pratiquement un red flag. Des joueurs comme Livingston, par exemple, aujourd'hui, ça n'existe plus dans la ligue. Ouais. Donc déjà, je pense qu'il faut comprendre comment le basket, le passé du basket, mais aussi l'avenir. Et donc dans le scouting, c'est aussi important d'essayer de prévoir un peu comment le basket va évoluer et comment le basket évolue. Il y a des choses, par exemple, à une époque, moi j'étais très concentré sur le côté playmaker, c'est-à-dire chef d'orchestre. Ce qu'avait par exemple Sharif Cooper, pour les connaisseurs, c'était qu'il aimait bien replacer les joueurs sur le terrain, vraiment être un peu le coach. Et je pense aujourd'hui, surtout dans un jeu NCA, ce qui est important, c'est plus en fait l'adaptabilité. Pas forcément un joueur qui connaît le playbook par cœur et qui sait comment exécuter, c'est un joueur qui va se débrouiller avec ce qu'il a. Et par exemple, dans le temps imparti, on sait qu'en NCA, les possessions sont plus longues, donc tu as plus le temps de mettre en place. Donc si un système ne marche pas, tu as le temps, le playmaker a le temps en fait de créer quelque chose. Et du coup, ce qu'on va regarder, c'est comment il va se débrouiller justement dans le moment où il reste que 4-5 secondes. Et on sait qu'en plus en NCA, des fois, tu as des mauvaises communications parce que forcément, les joueurs ne s'entendent pas forcément très bien ou ne se connaissent pas assez bien. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'il va pouvoir créer en fait. Dans le côté playmaker, c'est qu'est-ce qu'il va faire comme play plus que réciter le playbook parce que maintenant on est dans une NBA où il y a de plus en plus de possessions, et il y a de plus en plus de jeux rapides. Donc tu te dois d'avoir des joueurs qui ont une façon de réagir et de s'adapter de plus en plus forte. Ouais, c'est sûr. Après, aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit des playmakers. On peut voir des playmakers d'1m85 et des playmakers, en fait, dans la vraie définition, 2 m 22, en fait, comme Wemby, quoi. C'est sûr que, enfin, même si
enfin, si on repart sur les profils, Wemby, évidemment qu'on le derrière, en fait, à partir du moment où tu as la balle en main et tu crées pour les autres et tu crées aussi pour toi-même, on peut te considérer comme un playmaker. Après, moi, je réfléchis aussi en termes de taille, maker, c'est-à-dire qu'un gars de 2,8 m, on va dire, a les mêmes un peu niveaux de la création offensive, tu vois, pour lui-même, pour les autres. Ah, ça va être différent et je pense qu'il aura un impact aussi sur le terrain qui sera différent d'un mètre 92 à qualité athlétique à peu près égale, quoi. Ouais, ok. La taille, c'est quand même un facteur important sur les playmakers. Bah, plus t'es grand, plus tu vas créer des décalages facilement, notamment avec un Jokic quand il a la balle en main. En fait, vu qu'il fait une taille de plus que la plupart des mecs sur des bah, en fait, il y a beaucoup d'angles de passe. Même si des fois, bah, ça peut jouer pas forcément en faveur, notamment sur le handle. Bah, les grands playmakers, ils ont un peu plus de mal. Ça se voit notamment, tu vois, chez des joueurs comme Scottie Barnes. C'est quand même un domaine où il a progressé, mais il a encore un peu de mal. Euh, ouais, ce qui est intéressant avec les playmakers, c'est à quel point en fait ils sont grands et leur qualité et leur faiblesse vis-à-vis de leur taille, quoi. Ok, donc vous définissez trois critères là ensemble qui me paraissent intéressants. Le critère du shoot, le critère de l'adaptabilité et le critère de la taille. Je vous propose qu'on reparte sur ce premier là que je trouve intéressant, celui de la taille. C'est vrai qu'on voit surtout, on voit souvent des très bons playmakers jeunes. Et c'est vrai que cette question de la taille, elle est importante. Elle définit aussi si tu peux jouer en NBA ou pas. Jasper, t'en penses quoi toi de cet aspect de taille? Bah, c'est toujours compliqué, je pense, parce que si on compare à la NCAA, en plus, il y a beaucoup de joueurs petits. Donc, ça rend le scouting, je pense, assez difficile parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte de la dimension athlétique du passage NCAA par exemple à NBA. Je pense que c'est un peu plus facile pour le cas en Euroleague parce qu'on est sur une ligue pas professionnelle et on est avec des joueurs qui ont, on va dire, du bagou, enfin qui ont de l'expérience. Et donc là, le problème de taille se voit beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv chez les scouts, des fois, d'avoir toujours un petit chouchou, un joueur trop petit. Je prenais l'exemple de Sharif Cooper. Cette saison, il y a eu Rob Dillingham, où on sait que beaucoup de joueurs étaient d'accord et d'autres pas d'accord, justement, notamment à cause de sa taille et surtout le côté athlétique. Parce que tu as beau avoir une grande taille, si t'es pas athlétique non plus, ça pose problème. Je pense que les deux sont intimement liés. Et aujourd'hui, on est dans une NBA, comme je l'ai dit, où je pense qu'on court de plus en plus et on demande de plus en plus aux joueurs à être athlétiquement présents, quoi. Ouais, Paul, t'as pas l'impression qu'elle a un peu perdu en valeur ce truc de la taille? Tu vois, il y avait ce truc effectivement il y a 4 5 ans, ou allez, j'abuse un peu, peut-être plus que ça, il y a 7 8 ans, où tu sais, on avait des défenses qui étaient beaucoup en full switch. Est-ce que tu vois, avec le retour un peu de la défense en drop, ça permet pas justement de réinsérer quelques meneurs un peu plus petits qu'à un moment? Je sais pas, peut-être je dis une bêtise, je sais pas ce que t'en penses. Faudrait que je réfléchisse comme ça, mais après, ce qui est bien avec la taille, par exemple, si on prend un playmaker qui est grand et un autre qui est pas grand, c'est que je pense qu'offensivement, il y en a qui vont avoir plus de qualité sur certains aspects, avoir plus de facilité sur certains aspects que d'autres. Et en défense, bah, en général, plus t'es grand, plus tu as de chances, on va dire, à moteur égal, qualité athlétique égale, tu as plus de chances de peser en fait positivement et d'avoir plus d'impact en défense, quoi. Et est-ce qu'il y a plus de playmakers petits qu'avant? Bah, ça dépend parce que tu vois, les Wolves, ils ont construit quand même un effectif de ouf défensivement avec tout ce beau monde. Bon, on a vu du coup qu'il est quand même plafonné un peu aussi en attaque en finale de conf. Et finalement, c'est l'équipe qui fait le choix à Rob Dillingham, quoi. Donc c'est toujours à quel point est-ce que tu fais des sacrifices sur des aspects et à quel point est-ce que tu es prêt à perdre certains points en attaque ou en défense, quoi. C'est vrai que Rob Dillingham, c'est un bon exemple de ça, tu vois, qui a été récupéré par les Wolves. C'était quoi un peu la cote, j'espère qu'il avait Rob Dillingham en NCAA là-dessus? Il arrive avec une cote négative, si je puis me permettre. Et il a un contexte aussi particulier parce que Calipari, on sait que les guards de Calipari, il y a une certaine hype. On se rappelle des Maxi, des Shai, des Tyler Hero. Et on sait que souvent, c'est des guards qui sont un peu mal utilisés parce que Calipari a une façon de fonctionner où il met tous ses joueurs, il n'y a pas de système. Et c'est le meilleur joueur en gros qui s'en sort.
Dillingham, il est arrivé avec du coup Rich Shepard en créant un backcourt de feu qui a vraiment pour le coup enflammé la NCAA. Et en fait, en overtime elite, c'était surtout un joueur de mixtape. C'est-à-dire que c'était un Jamal Crawford, quoi. Donc on s'attendait surtout à un joueur qui était très bon à 1 contre 1, mais qui en défense en foutait pas une, et qui pouvait être très irrégulier. Et là où je pense qu'il a gagné beaucoup de cotes, c'est aussi dans les interviews, dans la façon dont il s'est exprimé, et les échanges qu'il a eu avec Calipari, où ils ont conclu un accord en fait, où en gros, si Dillingham obéissait beaucoup à Calipari, il pouvait avoir un peu ses tickets shots, c'est-à-dire ses shoots à 23 secondes sur l'horloge, et je prends un pull-up mid-range contesté, qui dans le texte c'est un mauvais shoot, mais qui aussi fait partie du jeu de Dillingham. Mais par contre, il fallait qu'il fasse ses efforts en défense, et qu'il fallait comprendre aussi que bah, il jouait pas tout le temps en 25 minutes, quoi. Il y a des temps de jeu assez en dents de scie. Et je pense que ce compromis, il a vraiment prouvé qu'il pouvait être un professionnel, quoi, plus qu'un joueur fantasque. Moi, je pensais vraiment. Tu vois, Paul, moi j'ai été étonné. Je pensais vraiment que Dillingham il a été pris par les Spurs. Notamment à partir du moment où ils ont pas pris Risaché, je me suis dit qu'en fait ils allaient pas partir spécialement sur un 5 grand. Et là, effectivement, on a l'impression d'un exemple un peu de la taille a fait la différence, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas eu confiance parce que l'aspect taille était à ce point embêtant, non? Ouais, et puis on en avait déjà un peu parlé quand on avait fait la vidéo sur les Spurs, mais il y a aussi une question d'identité défensive, je pense, que tu veux mettre en place avec Castle et Wemby. Après, l'aspect taille, ouais, c'est sûr qu'il rentre en compte, mais je pense aussi qu'ils étaient que les Spurs, ils étaient pas si in love que ça du profil de Rob Dillingham. Moi, j'aime beaucoup, mais il a quand même deux trois défauts encore. Et, euh, et on verra si c'est un choix judicieux ou pas. Parce que même lui et Rob, il va falloir se faire une place quand même. Enfin, c'est pas si facile en fait d'arriver aux Wolves. Il arrive dans un effectif qui gagne déjà. Donc en fait, l'effectif n'aura pas besoin vraiment de Rob. Donc ça va être un plus au moins sur les prochaines saisons. On verra ce qui se passe. Ouais. Ouais, de ce qu'on a entendu, c'est vraiment le Mike Conley qui va le mentorer pour ensuite en faire le futur avec Anthony Edwards. Donc là, il faut qu'il engrange un maximum d'expérience, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucun monde où Rob Dillingham est un starter NBA, et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans le scouting report de n'importe quelle équipe des Wolves, ça va être, on cible Rob Dillingham comme à une époque on a pu cibler Trae Young ou même Isaiah Thomas, quoi, dans le type de joueur. Euh, Vous avez souvenir, vous, de joueurs qui, à la fois, vous avez l'impression de les avoir peut-être un peu surcotés par leur aspect taille par rapport à leur poste, et à l'inverse, d'autres qui, étonnamment, étaient petits, des playmakers petits, mais qui sont comme imposés. Et est-ce que vous avez réussi à trouver la raison de pourquoi, dans un cas, vous l'aviez surcoté, dans l'autre cas, vous l'aviez sous-coté? Alors moi, je nomme très sombre chez les grands. J'étais fan de Jordan Hall à l'époque, de Saint-Joseph, parce que c'était un super passeur. Il était sélectionné, je crois, par les Spurs en 40-50, et depuis, c'est un bon joueur de G-League, mais j'aimais beaucoup le profil de joueur de 2 mètres, assez grand. Et justement, je pense à Livingston parce qu'il avait un peu ce profil de joueur qui n'a pas vraiment shoot à 3 points, qui vient un peu dans le mid-range et qui est un très bon passeur, un bon driver, Mhm. mais athlétiquement, qui n'est pas non plus hyper impressionnant. On a vu qu'en fait, en NBA, que si t'as pas le ballon et que tu peux pas servir par tes qualités, il ne sert à rien sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est un joueur de G-League, je crois. Ouais, d'accord, donc sur le côté grand, ça va marcher. T'en as un, toi, Paul, en tête ou pas? Moi, j'ai des joueurs un peu petits que je pensais qu'ils allaient percer et tout, mais je pense à un Kyrell Lewis par exemple, à Alabama, tu vois, il était petit, il n'était pas si grand que ça. Et moi, j'y croyais beaucoup, mais en fait, il est peut-être trop frêle physiquement pour la NBA. Puis après, il y a tout l'aspect mental aussi derrière. Et sinon, donc ouais, j'ai surcoté des mecs, mais sous-coté des mecs, j'en ai pas en exemple. C'est sûr que j'en ai, mais là, j'en ai pas en tête. Vous voyez, moi, je vous donne des exemples de gars un peu là où je pense que cet aspect taille a été important. Moi, le premier que j'ai en tête, c'est Ben Simmons. Alors, c'est un cas un peu plus connu, un peu plus classique, mais c'est un point de référence aussi, qui pour le coup avait ce côté playmaker très grand. Et en fait, ce qui a pas marché, c'est ok l'aspect mental, mais moi je pense que c'est quand même beaucoup l'aspect shooting, hein, qui a été à Ouais. ce point problématique. Et pour le coup, on lui donnait beaucoup de valeur parce que le côté défense, qui est donné grâce à sa taille et son physique, mais aussi le côté playmaking. Donc moi j'ai lui en tête. Et à l'inverse, sur des joueurs que j'ai un peu plus côté plus bas, moi j'ai des souvenirs de Trey Jones
quand il était à Duke, si je dis pas de bêtises, Trey Jones. Ouais. Donc les années où il joue meneur de jeu, où je me disais, non mais lui, il peut pas jouer en NBA, tu vois. Notamment dans son année de draft, ou pas loin de son année de draft, il y avait la fac de Draymond Green, c'est Michigan State, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais. exactement. Il y avait Cassius Winston, je sais pas si vous vous rappelez de Cassius Winston. Oui, gros dunker. Et ouais, et puis un très très bon organisateur de jeu dans justement l'école de formation de Michigan State. Et je me disais, bah, Cassius Winston, en fait, pour moi, il est meilleur que Trey Jones, en fait. Mais il est trop petit, ça marchera pas. Et je me disais, bah, Trey Jones, il est trop petit, ça marchera pas. Et mine de rien, bah, il arrive quand même à se faire sa place, un peu comme son frère, sur les mêmes rapports. Et en fait, tu vois, si tu prends Trey Jones et son frère, moi j'ai l'impression qu'en fait, le niveau d'organisation du jeu est à ce point bon bah, que c'est jouable malgré ce défaut au niveau de la taille, quoi. Je sais pas si vous avez la même sensation. C'est-à-dire. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est-à-dire que Trey Jones, quand tu fais ton scouting sur Trey Jones, il n'y a aucune raison qu'il soit capable de jouer, tu vois. Quand tu le prends à Duke, Ouais. enfin, je sais pas si tu te rappelles de lui à Duke, mais il n'y a aucune raison Oui, qu'il soit bah, capable de pour jouer. moi, c'est le typique joueur Euroleague. Mike Exactement. James, Marcus Howard, tous les joueurs là qui s'amusent en Euroleague. Et on voit très bien que c'est des joueurs qui n'ont pas le calibre NBA. Ouais, Donc, c'est ça. je suis assez d'accord. Et lui, tu vois, il avait une qualité très très forte, c'était l'organisation du jeu et la régulation du jeu. Mais il y avait que ça, quoi. Il y avait rien d'autre. Et malgré et tu vois, si t'es grand et que tu peux défendre, bah ça compense. Mais il l'avait pas ça parce qu'il avait quand même un peu de shoot. Mais il l'avait pas et pour moi c'était bloquant et au final ça s'est retrouvé pas être bloquant. Donc c'était un truc un peu étonnant pour moi. Donc ok, premier critère sur ces playmakers, la taille. Peut-être qu'on pourra en reparler sur les big Paul parce que toi tu as quand même commencé à esquisser des choses sur ces playmakers un peu big. Peut-être qu'on pourra en revenir dessus après. La deuxième, c'est Jasper qui l'a donné, c'est l'adaptabilité dans les situations de playmaking, actant du fait qu'on est passé d'un monde où on va dire qu'on est passé d'un monde où on est sur des systèmes un peu organisés, on est beaucoup plus sur du free flow, donc ça fait appel à la question de l'adaptation dans les situations. Paul, est-ce que toi aussi c'est un élément que tu regardes avec un peu de précision, l'adaptabilité? Et j'espère après je te demanderai aussi comment tu fais pour jauger l'adaptabilité d'un joueur? L'adaptabilité, oui, mais après, c'est aussi la compréhension de son rôle en fonction de son niveau sur l'année, quoi. Parce que en général, si t'es pas drafté dans un top 3, top 5, quand t'arrives dans la ligue, enfin, c'est rare qu'on te donne énormément de responsabilités, à part dans des contextes un peu favorables, du genre le hit. Où on a vu, l'année dernière, on a vu James Jacques et Jovic, même si Jovic, il était pas rookie, mais on les a vus avoir beaucoup de responsabilités balle en main. Donc c'est aussi la compréhension du rôle et la compréhension de ce que tu es censé en fait juste faire en fait sur le terrain, quoi. Avant d'être capable de t'adapter. Est-ce que c'est possible que tu fasses un truc qu'on te demande et que tu le fasses plutôt bien, et ensuite on parlera comment est-ce que tu peux t'adapter en fonction des contextes. Il y a aussi l'expérience qui joue beaucoup, c'est-à-dire que tu peux théoriser sur tel joueur qui va être capable de. Enfin, je pense qu'il y a un côté, tant que t'as pas vu certaine, un certain niveau du genre les playoffs, tu peux théoriser, tu peux dire, ok, lui il va bien s'en sortir, mais en fait, va pas s'en sortir, quoi. Ouais. J'espère que tu es raccord avec ça. Comment tu fais toi pour repérer l'adaptabilité, là, ce critère qui est pas simple quand même? Bah, y a pas de. C'est pas quantifiable. Je vois, j'ai pas en tête une data où je me dis, ok, ce joueur est adaptable. Comme je l'ai dit, c'est vraiment de voir comment la NBA évolue et aussi de comprendre le ou les contextes dans lesquels il évolue. Si on peut prendre par exemple le contexte d'Alexandre Sarr, il y a un contexte Overtime Elite, il y a un contexte Real Madrid, il y a même un contexte FIBA France et un contexte Perse. Et du coup, avec ce mélange, cette pluralité, comme on avait expliqué la dernière fois, des contextes, tu peux te dire, ok, dans cette situation, euh, il fait souvent la même chose, donc tu as l'impression qu'il n'est pas encore dans la compréhension de son jeu, et juste, il fait ce qu'il pense être juste, sans vraiment aller plus loin. Sauf que le basket, ça marche pas comme ça, il faut toujours, je pense, avoir un coup d'avance. Et du coup, quand tu vois des choses qui vont te surprendre, quand tu vois que au final, au lieu de faire ce move, il a fait un autre move, et donc il s'est adapté, il a eu la compréhension de jeu, bah, je pense que c'est là où tu comprends. Du coup, en fait, c'est beaucoup de tu regardes, tu regardes, tu regardes. Avec Rob Dillingham, il avait, je sais pas, un petit move où c'était il snake souvent pick and roll, il prend un shoot. Quand il a commencé à comprendre que les équipes étaient très agressives, bah, il a commencé à faire des alley-oops, par exemple. Et du coup, tu te dis, ok, donc il a compris que les équipes s'adaptent, donc lui il s'adapte aussi.
Et c'est là où tu dis que si par exemple, tu prends l'échantillon ici, si en 6 mois, en 5-6 matchs, il a déjà compris ça, tu peux effectivement te projeter. Mais ça reste, comme j'ai dit, de la projection parce qu'il n'y a pas de. C'est pas vraiment quantifiable. Justement, dans ce domaine-là, parce qu'en fait, je me rends compte que tout à l'heure, quand je vous ai parlé finalement du frère là, du frère Jones, là, on n'est pas dans les futurs, on n'y est pas là pour le coup dans les futurs franchise players, donc c'est moi qui me suis un peu trompé. Paul, ça m'intéresse ce truc, tu vois, de l'adaptation au rôle, parce que pour un futur franchise player, moi j'ai l'impression que tu vois que le playmaking, c'est un truc qu'on te laisse faire quand même assez tard en NBA. T'es un peu obligé d'être élite si à un moment donné tu veux qu'on te laisse la place au playmaking, non? Dans quel sens? Bah, tu vois, je trouve qu'il y a des rôles sur lesquels on accepte plus facilement, tu vois, de laisser du temps et de la main. Le rôle de la défense, le rôle du scoring. Je trouve que le rôle du playmaking, pour qu'on te laisse des responsabilités, c'est soit t'es drafté très très haut, soit finalement c'est assez compliqué, j'ai l'impression. C'est dur à transposer, c'est un peu ce que tu disais, c'est assez compliqué de le transposer. Donc parfois on te laisse pas trop le temps, quoi, tu vois. Ouais, après, il y a des échelles de playmaking dans le sens où si en fait sur des possessions, tu donnes la balle à un mec et en fait tu te rends compte que juste les lectures basiques sur pick and roll, il les fait très bien et en fait sa vision et l'exécution de ses passes en fait elle est plutôt bonne. Bah, tu vas te dire ok, le prochain match en fait on va lui donner d'autres ballons sur une autre possession avec un système un peu plus compliqué. Ce sera pas une lecture basique mais ce sera une lecture un peu plus difficile à faire et à exécuter. Et à ce moment-là, tu te dis, bah, en fait, s'il commence comme ça et qu'il progresse beaucoup et qu'on se rend compte qu'il est capable de le faire, bah, on va lui donner de plus en plus d'opportunités, quoi. Après, il y a toujours un côté, il y a des joueurs, à un certain âge, tu te dis, ah, il y a des choses intéressantes, mais tu vois, un mec comme Jalen Brunson, je pense qu'il y avait que très peu de mecs qui étaient capables de dire que quand il signe à New York, je crois qu'il a signé il y a 2 ans, mais en fait, 2 ans plus tard, et c'est déjà peut-être un top 15 joueur NBA, quoi. Toujours un peu étape par étape. Et ouais, en général, après, ça dépend aussi de ton projet, à quel point tu peux drafter un joueur à qui tu veux donner la balle en main, quoi. Tu vois, Jasper, j'ai en tête un joueur là-dessus qui est devenu un franchise player, parce qu'on est sur cette thématique. Et je trouve que. Je veux bien savoir si, tu vois, on a senti que ça pouvait en devenir un quand il y a NCS. Je me rappelle peu de lui en NCS. C'était Reza Burton, qui pour le coup, lui, est le vrai playmaker, Ouais. qui a la taille, qui a l'adaptabilité. Est-ce que lui, tu vois, t'arrivais à te dire, allez, lui, je lui confie les clés comme un franchise player après? Qu'est-ce qui fait qu'on pouvait se le dire, tu vois? Non. Franchement, on est très peu, je pense, à être positif. Enfin, positif. Il avait déjà un shoot assez particulier. Enfin, c'était un prospect. Il tombe en 13, je crois. Aujourd'hui, en 13, c'est super, mais à l'époque, c'était un peu sa place. Et tu regardes un petit peu la façon dont il joue, même son ratio assist-turnover, il n'est pas exceptionnel. Mais du coup, il y a le côté un peu intangible, comme Kodievny pour Bronson. Il y a quelque chose où l'évolution, des fois, elle est pas, c'est pas linéaire, quoi. Donc, tu peux très bien passer d'un joueur super bon à un joueur moins bon. Donc, pour Haliburton, non, je ne pensais pas que ça pouvait être autant un playmaker, parce qu'aujourd'hui, tu parles de playmaker dans la NBA. Haliburton, Ouais, c'est le il meilleur, est, presque. je pense, dans le top 3, quoi. Enfin, Ouais. c'est difficile de faire mieux que lui. Mais même des joueurs comme Trae Young avait un énorme volume de jeu, il avait beaucoup de ballons. C'est là aussi où le contexte NCAA est compliqué parce que souvent c'est des joueurs qui sont vraiment euh, omniprésents dans le système de jeu NCAA parce que ce sont des stars et du coup ils ont tous les ballons, tous les tickets de shot et tu te dis en fait c'est aussi compliqué de voir s'imaginons si ça marche pas, comment il va jouer sans le ballon. Il y avait un peu l'exemple de Treman qui avait énormément de ballons aux Gators. Le passage où il arrive au Thunder et ça devient un arrière puis un meneur et du coup, il a beaucoup moins de ballon et beaucoup moins de création en main. Bah, en fait, on voit que le joueur est beaucoup moins à l'aise dans ce rôle-là parce qu'il n'a jamais vraiment évolué off-ball en NCAA. Et donc, ces 2 ans d'apprentissage en NCAA, en fait, ne l'ont pas servi à rien, mais sont un peu caduques parce que ce n'est plus le rôle qu'il occupe aujourd'hui. Ouais, vous voyez, c'est là où j'ai moi une difficulté là sur ce truc du playmaker, c'est que t'as des mecs. C'est en fait, on sait que c'est la valeur la plus difficile à trouver pour la NBA et presque. Moi, je trouve que c'est, tu vois, sur tous les points, ce qui a le plus de valeur chez un franchise player, le playmaking et le decision making. Et pour autant, sur certains mecs, c'est dur à sentir. C'est pour ça que, ouais, peut-être que ce que vous dites, on est obligé aussi de se faire attacher à Après, deux je pense trucs à un moment donné, quoi. qu'aussi, la NBA aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup plus avec des joueurs qui sont intelligents, qui savent tous faire extra pass, je pense. Aujourd'hui, c'est vraiment le profil qu'on cherche, c'est le fameux 3 le 3 sur l'aile qui peut tout faire.
Là où je pense qu'à une époque, la NBA, c'était vraiment, il fallait que le meneur sache tout faire en termes de playmaking. Maintenant, avoir un meneur qui ne s'occupe pas de playmaking et avoir 3-4 bons joueurs qui sont plutôt intelligents pour faire passer la balle, c'est plus un problème. Donc je pense que même que le poste, enfin le terme playmaker est peut-être un terme qui va peut-être mourir parce qu'en fait, on va avoir des joueurs qui savent tous à peu près jouer avec le ballon et jouer sans le ballon. Et du coup, tu auras plus ce joueur omniprésent qui aura. J'ai l'exemple, par exemple, tu vois, d'un mec comme Stockton, tu vois, un mec qui avait tout le temps le ballon et tout passait par lui. Maintenant, je pense on est dans une baie où on peut se permettre de. On peut plus ne faire passer le ballon que par une personne, pardon. Ouais, en tout cas, on voit bien que quand tu es un pur playmaker, on te projette pas comme un franchise player. Il faut d'autres éléments. On reprend l'exemple de Tyrese Haliburton, quoi, qui, Ouais. malgré son déchet, est un pur playmaker et on se projette pas là-dessus. Peut-être justement parce qu'il lui faut des armes en plus et j'espère que tu as évoqué un élément en plus qui te paraissait, c'est le premier que tu as cité, c'est le shoot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon toi, on peut pas imaginer se projeter sur un futur franchise player, sur un playmaker si le shoot va pas avec. Ouais. J'ai pas d'exemple là de joueur franchise player playmaker sans shoot. À part peut-être du coup Ben Simmons. Et encore, est-ce que l'exemple il est bon? Enfin, il a été franchise à une époque. Mais globalement, je pense que c'est quand même un peu un petit échec sa carrière, Ouais. malgré tout. Mais aujourd'hui, le shoot, il est primordial en NBA. Je parle même pas de spacing parce qu'on sait que le shoot, c'est pas que du spacing. Mais si tu sais pas écarter le terrain par ton shoot ou par des mouvements très bons, tu vois, type. Parce que Draymond Green, je le qualifierais presque de playmaker pour moi, tu vois. Mhm. Et encore, c'est peut-être un poste qui se meurt parce que Draymond Green, il a pas de shoot. Et c'est peut-être le dernier playmaker dans ce rôle en plus de point forward. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'exemple de joueur sans shoot, playmaker qui arrive en tout cas à se faire un rôle en NBA. Peut-être Yanis, c'est encore. Ouais, Yanis, est-ce je que c'est pense qu'il a vraiment un un. playmaker? Ça peut. Ouais, il a un bon début de shoot. Je qualifie. Ça, c'est le terme associé à ce que playmaker, c'est un joueur qui fait des plays. Tu peux dire qu'Yanis, oui, parce qu'en soi, il attire tellement de gravité autour de lui que du coup, bah forcément, ça, Hmm. ça apporte des aides. Et du coup, bah, une lecture très simple de un ballon dans le corner. Pour lui, ça va être une passe. Un peu comme à l'époque Curry. Curry, je pense pas que ce soit non plus un joueur qui a une vision de jeu énorme. Mais par contre, par la gravité qu'il apporte et par ses mouvements au ball, il apporte tellement dans le spacing et le mouvement que du coup, ça en fait un véritable playmaker parce que toute l'équipe a les yeux rivés sur lui. Et c'est pareil, il suffit qu'il fasse une passe plutôt lecture, je dirais, moyenne. Et au final, ça un panier parce qu'il apporte tellement de gravité autour de lui que voilà quoi. Tu t'y retrouves, toi, Paul, là, sur ce truc du shoot là, qui est nécessaire quand même sur ces profils-là? Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que tous les mecs qui arrivent en NBA et peut-être, allez, 2, 3 ans que c'est comme ça, ils ont tous grandi avec Curry, avec un peu la pseudo-révolution du 3 points qui avait déjà commencé avant, mais qui a été accélérée par les Warriors, Curry et les Rockets et tout. La plupart des playmakers qui arrivent, en fait, ils ont déjà un bout de shoot. Ils n'ont pas forcément des pourcentages de dingue. Ils n'ont pas une mécanique encore top, au top du top, mais ils ont tous un bout de shoot. Je sais pas si aujourd'hui, je pense que la différence, elle se fait encore en 2024 et pour la saison prochaine, évidemment, elle se fait encore au niveau du shoot. On l'a vu avec les Celtics où on se disait, ouais, est-ce que vraiment aujourd'hui le shoot ça fait une différence? Bah, en fait, quand tu as les 5 qui peuvent space dans l'effectif, c'est une grosse différence. Ils sont allés au bout et ils ont vraiment pas galéré durant ces playoffs. Et j'ai l'impression que quand je scoute, ouais, enfin, je pense que si je reviens en 2017 par rapport à tous les joueurs qui étaient arrivés en 2017 et aujourd'hui en 2024, je pense que la plupart des mecs, en fait, qu'ils soient petits, grands ou voilà, des forwards, des postes 2 ou postes 4, bah, les mecs, ils ont plus de shoot en fait qu'à l'époque, quoi. Parce qu'ils ont plus bossé et je pense que quand tu bosses le shoot directement à tes 11 ans, c'est pas la même chose que quand t'es un Marc Gasol et que tu bosses ton shoot vraiment sur le tard, quoi. Alors, les pourcentages, il est rentré, mais tu vois, je pense que c'est différent de bosser ton très tôt ou très tard. Tu vois, on a vu un démarre de Rosanne. Après, il y a aussi une volonté, mais tu vois, il a toujours pas progressé vraiment à 3 points. Il a jamais voulu, peut-être aussi. Je pense qu'à l'entraînement, il les bossait pas vraiment. Et c'est peut-être plus dur aussi de développer un shoot à 27, 28 ans à 11 ans, en fait. Donc, il y a encore une différence qui se fait là-dessus, mais j'ai l'impression que de moins en fait, je suis pas sûr que
la grosse différence, elle se fera sur le shoot dans les années à venir, quoi. Parce qu'en fait, la plupart des mecs auront déjà un shoot. Ouais, je vois ce que. Moi, Ouais. Vas-y, j'espère. moi aussi, je pense que quand on parle de playmaker aussi, moi, ce que j'aime bien justement, c'est le shoot, c'est parce qu'ils sont capables de. On parle beaucoup de défense en drop. Ce qui compte souvent la défense en drop, c'est je passe sous un écran, je me fais punir sur un pull-up. Et du coup, le côté playmaker, maintenant, je pense que c'est plus assez. Tu peux plus ne vivre que par la passe. Et donc, avoir l'aspect de pouvoir punir quand le joueur passe sous l'écran ou quand le big est en drop, c'est hyper important. Maintenant, c'est même presque. Je pense que les deux ne peuvent. Et sont obligés de vivre ensemble, quoi. Parce qu'un playmaker, sinon maintenant, tu vas juste le contenir sur le drop. Et quand il va arriver dans la raquette, bah, tu vas juste le punir. Donc, à part quand tu t'appelles Ben Simmons Prime et que tu es hyper intelligent, aujourd'hui, je pense qu'on demande toujours au playmaker d'avoir un minimum de shotmaking. C'est-à-dire quand le joueur passe sous l'écran, prend le 3 points, même si t'es pas une menace, histoire que la défende un peu plus haut. Parce que sinon, tu te fais facilement punir et effectivement, sur le drop, tu vas juste être inutile. Ouais, donc c'est effectivement le pull-up en fait. Ouais. Au-delà du shoot, t'as raison, Ouais. Paul. En fait, tout le monde a construit une base de shoot intéressante. Maintenant, c'est plus le pull-up quoi, sur ces playmakers qui est nécessaire, notamment pour jouer sur le pick. Dans le prolongement un peu de cette question, puis après on passera au combo, mais peut-être vous allez me dire d'ailleurs que c'est des combos. Comment vous expliquez que des joueurs encore aujourd'hui comme... Alors, je parlais de Cade parce que Cade, pour le coup, il avait du shoot à la fac, même si c'est du mal à stabiliser en NBA. Mais comme par exemple Ja Morant ou Scott Anderson, qui ont été draftés comme des futurs franchises, eux, pour le coup, ils ont été vus. Alors, effectivement, c'est peut-être pas vraiment des playmakers. On est peut-être plus effectivement déjà sur des combos. Vous allez peut-être me dire ça d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous expliquez qu'on arrive encore à projeter ces joueurs-là qui ont pas ce pull-up, quoi, tu vois, qu'on arrive encore à les projeter comme des potentiels franchise players et les drafter aussi haut. Là, tu as pris deux exemples de athlètes. Je pense que le côté qualité athlétique, quand tu projettes quelqu'un, c'est un truc à une époque où j'avais un peu du mal parce que je me disais, mais en fait, si le mec est pas technique à l'instant T, ça va être compliqué. C'est vrai que j'ai jamais été ultra emballé par les débuts de Ant. Moi, je voyais, tu vois, j'étais vraiment presque sûr à l'époque que Lamelo allait devenir meilleur que Ant, malgré les qualités athlétiques. Et au final, tu vois, au bout de 3 4 ans, pour l'instant, il n'y a pas photo entre les deux à l'instant T. Après, Lamelo, il a plein de qualités, il va pouvoir revenir. Et les qualités athlétiques, elles font quand même une grosse différence et ce qu'ils en font aussi, parce que là, c'est quand même un driver exceptionnel, tu vois, comme on en voit que très rarement par rapport à sa taille et même à son physique. En fait, il décolle tellement haut et puis il a une vraie qualité aussi au niveau du dribble. Et ça, c'est des qualités des playmakers qui sont importants, tu vois, la faculté à, à vraiment savoir dribbler correctement, avoir un bon handle, provoquer des fautes quand tu drives, faire des paint touches, comme on appelle. Donc, c'est que des qualités, en fait, où quand tu as le physique, quand tu as des épaules ultra larges comme Scoot ou alors des mollets enfin, qui viennent de Mars comme Jab, en fait, c'est sûr que ça t'aide à la fin pour être impactant et efficace, quoi. Tu le sens comme ça aussi, j'espère? Ouais, après, c'est deux profils différents. Je pense que le pull-up, par essence, déjà, il avait un peu dans le sens où il avait un petit flotteur. Et du coup, ce petit flotteur permet aussi des fois de finir plus doucement, si j'ose dire, parce que le Jab a aussi tendance des fois à juste exploser à la raquette et ne pas se poser de questions. Un peu comme Westbrook à une époque où vraiment il est juste physiquement au-dessus et du coup il se permet de ça. Et je pense qu'il a développé très vite un petit flotteur qui lui a permis aussi d'avoir un petit peu de variété dans ses finishes. Pour Scoot, là où par exemple moi j'étais optimiste, c'est qu'il y avait une vraie progression entre l'année 1 et l'année 2 dans le volume de shoot, déjà, il en prenait beaucoup plus, et dans la répartition des shoots. Il y avait beaucoup plus de mid-range, beaucoup plus de justement de pull-up en fait, et il y avait vraiment cette compréhension de j'ai compris qu'en G-League je domine tout le monde parce que même si je suis plus jeune, je suis plus athlétique et je suis plus fort. Par contre, pour la NBA, je vais commencer à développer un petit mid-range, des petits pull-up effectivement sur mid-range quand la défense est trop éloignée, ou au contraire un pull-up à 3 points pour que le défenseur évite de passer sous l'écran. Et du coup, je peux comprendre que tu te projettes dans le sens où, dans l'évolution de Scoot, on a vu que justement il s'adaptait et il commençait à développer son shoot. Donc, si je comprends bien un peu là sur les différents éléments qu'on a, sur ces playmakers, allez, on a quand même plutôt parlé de playmaker poste 1. Ce qui vous permet donc de travailler sur un futur franchise, c'est donc, le playmaking, il faut qu'il soit élite, hein, vu qu'on est sur ce profil-là. Il faut quand même de la taille, parce que la taille permet d'apporter de la défense, permet d'autres éléments.
Il y a la question sur le playmaking de. En fait, ce qui fait la différence sur le playmaking, c'est l'adaptabilité dans les situations. Donc, la capacité à comprendre les situations. Et en fait, vous mettez une valeur très forte sur le pull-up. Mais vous dites, si le pull-up est pas là, mais qu'il y a une autre façon de marquer qui est élite, ça compense quoi. Et on peut encore être dedans, c'est ça? Ouais, parce que moi, je pense que pull-up et flotteur, c'est à peu près la même chose. Dans le sens où souvent, le pull-up par mid-range et flotteur, c'est à peu près maintenant à la même range. Tu gagnes un mec comme Maxi, Tyrese Maxi, il a presque pas de pull-up mid-range et pourtant les flotteurs, ils sont élites. Et du coup, ça a obligé les défenses en fait à. Bah, ça contrôle le drop. Donc tu peux plus dropper contre Tyrese Maxi. Et on sait aussi que pour finir dans la raquette, c'est super facile. Et pareil pour Ja. Si tu n'arrives plus à le contenir dans la raquette et que tu n'arrives plus forcément à le contenir en tête, pas en tête de raquette, mais sur la zone de lancer franc, ça va être compliqué parce que du coup, tu vas devoir le défendre de plusieurs façons. Ou ou alors avant, c'était juste de l'attendre dans la raquette, quoi. Ouais. Euh, Bah, vous voyez, moi, Paul, je te lance sur un dernier truc, puis après on passe au combo, mais moi, je n'arrive plus à me projeter sur des jeunes qui n'ont pas le pull-up, tu vois. Pour le coup, le profil du driver, j'arrive plus à me projeter dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, ça va peut-être toucher avec l'autre élément, mais on n'est pas tant sur des problématiques de capacité du coup à scorer et pas être que dans le playmaking. Ce qui me dérange plus, c'est le compromis qu'il impose en fait. Parce que je trouve que ces joueurs qui n'ont pas le pull-up te demandent du coup de le combiner avec à un moment donné un big qui stretch. Et souvent, le big qui stretch, tu as quand même besoin qu'il protège la raquette et que le profil est tellement rare et tellement cher que moi, du coup, j'arrive plus à me dire, tu vois, ben, les profils à la Jamorant, à la Scoot Anderson, en fait, faut les considérer comme des top pick futurs franchise players parce que le compromis qu'ils proposent, il est trop difficile en fait. Ouais, je vois, il y a Ouais, beaucoup d'exemples. Pardon, je te coupe la parole. Ah, vas-y, vas-y. Je disais, du coup, tu m'as fait penser à bah, Keon Johnson, fac de Tennessee, pour le coup, énorme driver, qui avait un pull-up bah, misérable, qui avait un bout de flotteur, bout, mais qui avait un, par exemple, Scotty Barnes, c'est pareil. Scotty Barnes, il ne mettait même pas un flotteur quand il était à. Merde, j'ai oublié le nom de sa fac. Florida State, je sais plus. Mais en tout cas, Scotty Barnes, pareil, son développement, pour le coup, il est assez fulgurant parce que lui, il part vraiment de zéro. Les lancers francs, c'était kata. Et en plus, il avait vraiment aucun touché sur ses flotteurs. Donc, Ouais, voilà. Paul, toi, t'es comment là-dessus? Aussi de catégorie que vous, enfin en tout cas que toi, Benj. que, je me dis en fait, si tu remplis 9 cases sur 10, en fait la 10e case c'est le pull-up et tu la remplis pas vraiment, en fait tu seras forcément impactant et efficace sur le terrain, quoi. Si tu arrives à trouver la bonne passe au bon moment, si tu arrives, en fait si tu as du toucher aussi quand tu drives, t'as un super handle, tu es quand même capable de sanctionner sur du catch and shoot, pas trop dégueu. Ne prendre pas, ne serait-ce que sur les premières années. Après, ça dépend aussi, parce que en général, il y a une grosse progression de la plupart des joueurs, tu vois, sur les 4 premières années. Et à partir de la 5 6e, il y a quand même déjà un niveau qui commence à être Stabilisé. plafonné, on va dire. Et quand tu fais un peu le bilan, tu te rends compte que la plupart des mecs qui sont All-Star, en fait, ils sont All-Star durant leurs 4 ou 5 premières saisons. C'est rare de voir un mec qui est All-Star au bout de sa 9e saison, quoi. Ouais. Donc, ouais, je suis pas aussi catégorique, pas encore. Je pense qu'il y a encore plein de manières de peser positivement, en fait, sur un terrain, même en 2024, même si t'as pas le pull-up, quoi. Après, c'est sûr que c'est un tel, tu vois, sur un profil comme Bob Carrington, c'est pour ça que je l'adorais, parce que en fait, je me dis, il y a une telle plus-value avec ce pull-up, que forcément, en fait, ça va le faire en NBA, et pour le coup, lui, même s'il est un peu en retard aussi sur d'autres aspects, ce pull-up, ça va forcément être un truc qui va être impactant, en fait, sur un terrain de basket, quoi. Ouais, ouais, je vois. Je vous propose, les gars, qu'on clôture cette première page là sur les playmakers et qu'on transfuge vers nos chers combos. On a déjà fait, on a déjà fait 40 minutes alors qu'on s'était dit qu'on faisait une heure et demie max. Il nous reste encore 3 profils. On va voir comment on arrive à le faire. Sur les combos, peut-être que déjà on peut se mettre. C'est pas le terme le plus simple à définir les combos. Est-ce que les combos, on est d'accord, on se met dedans en fait les purs scoreurs quoi. Des mecs qui jouent 1-2 qui sont des purs scoreurs. On est ok là-dessus? Ouais, Harden ou la Dipo, peut-être là comme ça. Ouais, Des quand joueurs ils qui sont sont arrivés, capables d'avoir le effectivement, ballon et avec qui un sont profil de des futur star. scoreurs. Ouais. Ouais. Paul, cette fois-ci, je te lance toi sur ces combos guard là. Future franchise player, c'est quoi tes critères déterminants? Euh, Compliqué, parce que moi, je suis pas un grand fan, en fait, en général, de ces là. Ok. Euh,
c'est personnel, tu vois. En général, des combos, les profils du genre Devin Booker ou des mecs comme ça, pas trop mon délire. À part bon, quand c'est Donovan Mitchell et qui joue pour ton équipe, donc là, c'est différent. Et pour ces combos, en- moi, je pense que le critère numéro un, c'est à quel point est-ce que, en fait, sur tous les aspects du scoring, tu peux peser vraiment positivement, quoi. On va pas lui demander, en fait, de tant jouer pour les autres que le playmaker. Donc, c'est à quel point est-ce que, pour du pull-up, par exemple, enfin, moi, je pense qu'un combo, s'il a pas le pull-up, ça peut devenir très compliqué, quoi. Et c'est pas vraiment enfin, en tout cas, on le mettra jamais dans la catégorie du combo. On dira, bah, en fait, c'est pas directement un role player parce que s'il a pas ce pull-up en tant que combo, Ouais, je réfléchis là au combat guard un peu franchise. Je pense que Donovan Mitchell, c'est le bon exemple. C'est aussi un joueur qui a su, notamment par la balle, devenir important. Oui. Là où dans ses premières années, c'était beaucoup plus un joueur justement de pull-up et de catch and shoot. On a vu que plus les années ont passé, plus il a aimé avoir la balle en main. Et je pense que Oladipo, c'est le bon exemple. Bon, il a une carrière qui est un peu tronquée avec les blessures, mais plus il a été performant, le plus il a eu le ballon. Et du coup, le plus aussi, il a développé des qualités sur du pick and roll, avec un minimum de playmaking pour savoir punir quand la défense va un peu collapse sur lui. Et du coup, on va attendre effectivement, je pense, d'avoir aussi pas mal de qualités balle en main. Est-ce que sur ces profils-là, est-ce que selon vous, on peut encore se projeter sur un futur franchise player si l'efficacité est faible en université, mais que le registre est, tu vois, est très varié finalement. Si on a à la fois un peu de pull-up, si on a aussi un petit peu de catch and shoot, si on a un peu de drive, qu'on voit qu'en fait il y a de quoi aller peser sur pas mal de choses, mais qu'au niveau universitaire ça pêche sur l'efficacité. Est-ce que vous vous dites bon, il y a des bases de quelque chose et donc on peut y aller sur un futur franchise parce que les qualités explosives sont extraordinaires, parce que le pull-up, il y a quand même les flashs qui sont impressionnants. Est-ce que vous dites, si dès là, sur un profil d'un mec qui finalement n'a pas le playmaking, bah si c'est pas déjà efficace, c'est déjà rédhibitoire. moi, Bah, j'ai dans le... l'impression que c'est un peu des, Pardon. des, des profils où les mecs qui ont un peu de hype, en fait, il y en a peut-être plus qui vont arriver à un niveau plancher assez haut, genre presque All-Star ou All-Star, mais en fait, ils n'ont que une ou deux fois All-Star dans leur carrière. Des franchise players purs ou vraiment ultra safe, on a que très peu. Tu vois, tu as vraiment le profil aujourd'hui Devin Booker, parce que même un profil comme Harden, en fait, il est vraiment devenu très playmaker au bout d'un moment, quoi. Vraiment un combo, je pense, à partir, je sais pas, de 2017, 2018, enfin, quand Mike D'Antoni arrive, c'est plus vraiment un combo, quoi, Harden. Ouais. Euh, c'est un profil où c'est les mecs, en fait, presque très rapidement, ils scorent 18 points par match, et des mecs qui font le step pour devenir vraiment des All-NBA team, des potentiels MVP, tu vois, comme Shai. T'en as que très peu et en fait Shai il est devenu élite parce que pull-up de dingue et aussi parce que driver et qualité athlétique aussi incroyable, footwork et compagnie quoi. Donc t'es obligé d'aller développer des qualités qui sont pas forcément visibles chez un combo tout de suite, mais qui peuvent vraiment enfin, des qualités tu vois d'un playmaker ou d'un intérieur parce qu'en fait le footwork c'est ça qui fait la différence aussi quand tu drives ou quand tu veux scorer avec un gros volume et une bonne efficacité quoi. T'es d'accord là-dessus, toi, Jasper? Ouais, moi dans le type de joueur que tu décrivais là, j'ai l'impression de voir Cam Whitmore, dans le sens où c'est un joueur qui a énormément dominé en FIBA par son côté physique, mais il avait effectivement ce petit flash de un peu de pull-up qu'on voyait aussi à Villanova, même si c'était un petit peu réduit, on voyait qu'il avait envie de shooter, qu'il avait des fois des petits step back et tout. Et pourtant, on a bien vu que, bon, peut-être qu'il y a eu un micmac pour sa draft, effectivement, il y avait le côté blessure, mais il n'était pas non plus pressenti pour être un franchise player parce qu'il avait pas assez, selon moi, quoi. Pareil, je pense à Shadon Sharp. Bon, après, c'est encore un profil obscur parce que on manquait d'observation. Mais le joueur a beau être un athlète hors norme, avoir quand même un gros volume de jeu. Si quand il a la balle, il est vraiment pas intelligent et qu'il n'a pas cette notion de faire la bonne passe ou quoi que ce soit, bah, j'ai du mal à en voir en franchise. Même pareil, un Bénédicte Mathurin, qui a un peu le même profil que Shadon Sharp, qui a ce volume, ce côté drive et un profil athlétique énorme. On voit quand même, bon, c'est encore au début de sa carrière, mais que je pense que c'est Tyrese Haliburton qui aura tout le temps le ballon. Et du coup, ce sera jamais vraiment un franchise parce il aura jamais cette qualité de playmaking, ce côté où il peut catalyser toute l'attaque tout l'offense de sa franchise.
Tu vois, moi, ce que j'aime bien sur ces profils-là, c'est que je trouve que, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Je trouve qu'on peut pas mal apprendre sur ces profils-là de la réalisation future, tu vois. Je trouve qu'en fait, quand tu regardes ceux qui sont devenus des franchise players sur ces profils-là, moi, les mecs auxquels je pense, tu vois, qui jouent aujourd'hui, ben, je suis un peu les mêmes que vous, hein. J'avais Shai, j'avais Anthony Edwards, j'avais Devin Booker, j'avais James Harden. Tu vois, c'était les 4 que j'avais en tête. Et en fait, quand je reprends ces profils en arrière, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ben en fait, sur ces purs combos là, à chaque fois, j'ai le scoring où ça me paraît être une évidence, mais j'ai des brides d'un deuxième axe à développer qui peut être vraiment pas mal, tu vois. Moi, je trouve que, prends l'exemple d'Arden, qui est un bon exemple, il y avait des brides de playmaking quand même. Il y avait un truc où tu te disais, Ouais, de ouf. ouais, tu te disais, le playmaking, il peut être développé. Et donc, tu te projetais pas simplement sur le combo, tu te projetais sur, ouais, mais si tu rajoutes à ce combo le playmaking, eh ben, tu vas voir un truc en plus. Je vais pas prendre les 4 exemples, hein. J'en prends un deuxième. Anthony Edwards. Anthony Edwards, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait le scoring, c'était le pur combo. On le voyait qu'il était assez fainéant en défense, mais on avait vu des bribes de la défense. On voyait bien que les mains, elles étaient très actives, que sa latéralité était très bonne, et on voyait par séquence la capacité à être un vrai stopper. Et du coup, ben, rétrospectivement, tu dis ouais, en fait, Anthony Edwards, il a pu atteindre le step du dessus parce que c'est devenu un top défenseur aussi. C'est pour ça que c'est devenu un franchise. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, tu vois Paul, tu as commencé, je lui ai dit d'accord, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un peu ce truc-là sur ces combos, en fait, faut au moins qu'on ait un bout d'autre chose qui arrive là. En fait, si on part du principe que sur les 3 aspects généraux en fait qui font qu'un un joueur devient très fort, c'est le scoring. Enfin, vraiment, si on parle d'un titre, si on nommait l'aspect enfin, collectif, etc. Ouais. quoi. T'as le scoring, le playmaking et la défense dans sa globalité. Donc, en général, ces combos, tu sais qu'ils ont le scoring parce qu'au lycée, en fait, ils l'ont toujours eu. Ils savent mettre un ballon dans un panier, que ce soit sur drive ou sur pop, quoi. Et derrière, soit tu développes le playmaking d'une manière vraiment exceptionnelle comme Harden, comme tu l'as dit, soit tu développes la défense de manière potentiellement exceptionnelle, parce qu'il n'est pas encore un défenseur exceptionnel, mais il y a des choses impressionnantes, comme on l'a vu avec Anthony Edwards. Mais si jamais en fait t'es que sur le scoring, c'est compliqué parce que tu vois, même un Shai où on pourrait croire qu'il est pas si bon playmaker que ça ou pas si bon défenseur que ça, moi je trouve que il fait des lectures des fois vraiment incroyables. Je pense que en défense, moi j'ai adoré sa saison défensive et il y a toujours eu des flashs incroyables aussi depuis l'arrivée en NBA, etc. Donc si tu développes pas un de ces 2 aspects, alors tu peux être un bon playmaker, un peu comme Booker, même si là défensivement c'était un peu compliqué, mais on a vu quand même des gros flashs sur les avant-derniers playoffs de Booker en défense. En playmaking, on sait qu'il est capable. Et si tu prends pas en compte ces 2 aspects du jeu, c'est sûr qu'au bout d'un moment, le scoring, bah, il y a quand même un plafond au niveau du scoring. Tu peux pas scorer 60 points par match, quoi. Tu peux devenir meilleur et être meilleur aussi pour la collective. Il y a vraiment ces 2 aspects à prendre en compte pour un combo qui a un scoring suffisamment fort pour peser positivement sur cet aspect du jeu, quoi. C'est marrant que tu parles là de ce truc des 3 axes, que bon, faut que j'accélère, mais je suis en train d'écrire un article sur Victor, un peu de scouting sur sa saison, et j'essaie justement d'être au clair sur cet élément-là, qui pour moi il y a ces 3 axes, c'est qu'en fait un joueur élite il doit avoir au moins 2 des 3. Playmaking, défense, scoring. Donc du coup je l'ajoute globalement dans votre scouting. Moi je sais que c'est un truc qui est très important pour moi, c'est qu'il y a au moins 2 des 3 catégories où je me projette en mode il peut être élite, dans 2 des 3 catégories pour un franchise, hein. Ouais, je suis d'accord. Pour un franchise, t'es obligé maintenant, tu peux plus être uniquement un scoreur. Un joueur, je pense, unidimensionnel maintenant, ça n'existe plus en tant que franchise. Ouais, on est d'accord du coup sur ces combos. Vous voyez d'autres éléments à dire sur ces combos? Est-ce qu'à l'inverse, sur ces combos, vous avez des red flags parfois ou pas? La capacité peut-être à vampiriser l'attaque des fois, Ouais, surtout si c'est inefficace. On voit parfois des joueurs, je pense, qui veulent jouer aussi à leur rythme et du coup ça peut faire défaut un peu à l'attaque. J'aime beaucoup DeRozan, mais je pense qu'on l'a vu notamment aux Spurs quand il était un peu le franchise. Je pense que les Spurs ont eu du mal à jouer avec lui et lui a eu du mal à jouer avec les Spurs parce que c'est un type de joueur aussi assez particulier. Parce qu'effectivement, pour lui, il a un shoot, mais il a pas non plus vraiment de shoot, pas vraiment un playmaker. Et en plus, c'est un joueur qui a besoin de énormément de ballons. Et du coup, des fois, ça peut faire des fois à l'attaque de vampiriser son attaque, enfin, d'avoir un joueur aussi présent dans l'offense. Si t'apportes pas ces points-là, justement. ouais, Paul, Ouais. t'es ok là-dessus? En fait, moi, à partir du moment où, par exemple, si un combo a pas des qualités athlétiques assez incroyables,
Soit je me dis, en fait, il a le pull-up, il a aussi le jeu off-ball, parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est quand même important. Et si, ok, c'est un driver, ok, il a dû toucher près du cercle, mais qu'il a pas le. Il arrive et en tout cas, il a du mal à sanctionner de loin. Et en plus, son jeu off-ball, il est quand même vraiment pas top, comme sur un DeRozan, par exemple. Jamais vraiment eu un jeu off-ball. Enfin, c'est pas un aspect du jeu qu'il a voulu développer. Et puis, moi je suis persuadé que DeRozan, s'il avait voulu, il aurait pu fonctionner avec un plus gros volume à 3 points, bosser sur son catch and shoot, mais je pense qu'il l'a pas bossé. Après, il a bossé d'autres aspects du jeu et c'est un joueur exceptionnel. Et donc, ouais, soit il y a les qualités athlétiques, et à ce moment-là, tu sais que il pourra vraiment peser positivement en défense et sur d'autres aspects du jeu, même si le pull-up il est pas tout le temps là, tu vois, comme un Anthony Edwards où le pull-up il est pas tout le temps là. S'il n'y a pas les qualités athlétiques exceptionnelles, en tout cas très impressionnantes, et que derrière il n'y a pas, il peut en fait sanctionner sur du scoring, mais enfin il n'y a pas vraiment d'adresse extérieure ni de jeu off ball, c'est un peu un red flag quoi, tu vois. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ce jeu off-ball, des qualités athlétiques. T'as raison, les qualités athlétiques, c'est vrai que les combos, elles sont importantes. C'est vrai que ce jeu off-ball, pour le coup, c'est un élément sur lequel on avait un gros point d'appui sur Booker quand il était à Kentucky. C'est qu'on avait senti tout de suite la partie jeu off-ball. Moi, j'ai un point sur ces combos où je suis un peu rédhibitoire. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, Jasper, sur la question du rythme. C'est moi ce que j'appelle les cimetières à ballon. C'est les mecs où tu leur donnes la balle, tu la revois jamais, et qui cassent le rythme. Pourquoi ? Parce que je trouve ça finalement assez important que sur ces combos, tu aies des mecs qui soient capables de profiter d'un premier écart pour trouver de l'efficacité, parce que souvent ça conduit en fait à pas mal d'attaques de cercle et à moins de pull-up. Et je pense que si tu es un profil de joueur qui casse le rythme, tu as besoin de développer un volume d'efficacité sur demi-terrain qui est énorme pour que ça vaille le coup de casser le rythme, et souvent ça va avec du playmaking. Donc, James Harden est un peu le contre-exemple, parce qu'il y avait un bout de cassage de rythme, mais il y avait aussi un bout de playmaking, et au final ça a poussé. Mais moi, typiquement, James Harden, avec ma grille de lecture, je me serais dit, oh là, attention, là j'ai le profil du mec qui va pas fit, parce qu'il va me péter le rythme, mais il va pas devenir élite au playmaking. Et je m'étais trompé, parce qu'il est devenu élite au playmaking pour le coup, quoi. Même si, bon, il cassait pas autant le rythme qu'il l'a fait à Houston, évidemment, quand il était à la fac. Donc, j'ai oublié le nom de sa fac, j'espère que c'était vraiment le rappeler, le nom de la fac d'Arden. Arizona. Non, je l'ai pas. Arizona, Ok. tout à fait, Arizona. Arizona State ou Arizona, je sais plus. Arizona, je crois. Je La regarde. fac Josh Christopher, si vous voulez savoir. Parce que Josh Christopher après a demandé à prendre son numéro à l'époque. Ah bah, tu vois, on y est, je vérifie. Arizona State. Arizona State, ouais, pardon. Arizona State. On ne m'aura pas comme ça. Ah, on t'aura pas comme ça. Les Sun Devils de Arizona State, effectivement. Je vous propose qu'on passe aux wings. Qu'est-ce qu'on met dans les wings ? Pour moi, c'est les ailiers, donc c'est des joueurs un peu polyvalents, où là, pour le coup, le champ peut être très large, et tellement large que je trouve que sur ces profils-là, c'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir des critères de scouting un peu particuliers. Ce qu'on mettrait dans les wings, on est d'accord les gars, c'est les tout types d'ailiers qui sont pas élites au playmaking en fait, c'est ça hein ? Ouais. Paul, t'es Genre ok Kevin là-dessus ? Durant. Ouais. C'est genre du poste 2 au poste 4, quoi. Genre, Ouais. si on réfléchit en termes de taille, entre 1m97, 18 à 2m8, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ça. Moi je suis De Jimmy Butler à Kevin Durant en gros, en termes de taille. Ouais, on a un peu là-dessus qui sont des profils qui ont longtemps eu une très grosse cote. J'ai l'impression qu'elle a un peu baissé avec le temps. J'ai l'impression que, tu vois, il y a eu un moment donné au milieu des années 2010, un peu le fantôme LeBron James et tous les wings qui avaient un bout de playmaking, bah, ils avaient vite qui n'étaient pas pas un bout de playmaking parce qu'ils n'étaient pas si haut que ça, mais qui n'étaient pas non plus complètement amorphes sur le playmaking, avaient vite une grosse cote, que c'est un peu descendu. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Premier élément. Et deuxième élément, bah, peut-être qu'on en a fait pas l'avant sur les combos. Bah, on remarque, Paul, je te laisse continuer sur les wings. C'est quoi tes critères ? En fait, c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait qu'il y a peut-être moins de. Enfin, on est moins hype sur des wings. Je pense que c'est plus une question de génération. Il y a quand même un gros fossé, je pense, après la draft 2000. La draft 2012, c'est quand même du Butler. Non, Butler, c'est 2011. Et bon, 2012, t'avais Middleton, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est du second tour, mais il y a eu un petit. Il y a eu un passage à vide, on va dire, au niveau des ailiers. Il y a eu LeBron, KD, George, Butler pendant un moment, quoi. Il y a eu un petit passage à vide au niveau des drafts. Et ouais, finalement, je pense que c'est juste une question de génération, où il y a des générations qui produisent de nombreux wings. Bon, là, ça va, on a eu, tu vois, Tatum en 2017, on aura peut-être du Cade Cunningham ou du Scottie Barnes, mais
Ouais, c'est plus une question de profil où on a eu. Où pendant un moment, tu vois, il n'y avait pas eu d'intérieur. Et là, à nouveau, à partir de Jokic Embiid, il y a eu des forts intérieurs. Donc, je pense pas que ce soit le fait que ce soit moins prisé, c'est plus. Il y a moins de talent générationnel, je pense, sur les ailes que. Enfin, sur les dernières années qu'à une époque, quoi. Ouais, j'espère, toi, t'es d'accord avec ça. C'est quoi, toi, tes critères un peu là sur les wings? Là, pour le coup, c'est large. Alors déjà, je pense aussi qu'il y a toujours ce profil quand même. Ça reste un fantasme quand tu vois des mecs comme Scotty Barnes, des Kuminga. Dès que t'es athlétiquement très long, très grand et que tu sais faire un minimum de choses, les gens vont fantasmer. Encore plus quand t'es très jeune. On voit le profil de Kuminga, il est hyper précoce. Ou même Peyton Watson. Bon, Peyton Watson, c'est pas un franchise, mais c'est un joueur qui est pris notamment pour ses qualités athlétiques et son côté en fait polyvalence. Parce qu'on va voir très vite qu'en fait il peut défendre trois postes, il peut jouer trois postes en même temps. Donc j'irai à la polyvalence, mais surtout le shotmaking. Je pense que c'est quelque chose qui arrive surtout avec Kevin Durant. On s'est rendu compte que ce genre de joueurs, je pense même à des Paul George, s'ils sont assez efficaces sur un contrat, en fait, c'est hyper utile. Parce qu'ils sont dans un poste, en fait, où, comme le wing aujourd'hui, je pense que c'est même vraiment même plus un poste, parce que tu vas avoir des wings qui évoluent presque comme des meneurs. Tu as des wings, par exemple, je pense que Paulo Banchero, pour moi, c'est un wing, alors que c'est de base à peu près l'intérieur. Donc c'est Non, un mais poste Conte, qui t'as va. raison, moi je suis d'accord. Contelon en wing, tu vois, sur les bigs, allons vraiment Ouais. sur les bigs, tu vois, ouais, Contelon en wing. Et la chose, je pense, qui fait que c'est un franchise, c'est quand tu vois qu'effectivement, bah, pour le coup de Ponchero, c'est un minimum de playmaking, mais c'est surtout le shotmaking, c'est la capacité à se créer le tir en contre un. Et ce qu'on a demandé à un franchise aussi parfois, c'est de prendre les mauvais shoots, et donc les shoots où tu vas devoir te créer Ouais. une situation tout seul, et on se rend compte que quand tu as un joueur très grand, très long, et que tu as un minimum de shotmaking, bah, c'est très compliqué de défendre ce genre de joueur, quoi. Moi, sur les wings, je donne beaucoup d'importance sur le QI basket des deux côtés du terrain. Même sur un franchise player, c'est-à-dire si le mec, en fait, il est capable, notamment en défense, d'avoir un réel impact sur cette zone qui est un peu particulière, qui est la zone du nail, donc euh, euh, devant la ligne des lancers francs, quoi. Vraiment capable. On a vu, tu vois, des Kawhi ou des Butler être des euh, joueurs ultra impactants en défense sur cette zone-là. S'il est capable de lire aussi, tu vois, les passing lanes en défense, enfin, vraiment, il a un QI basket qui se démarque par rapport aux autres parce que pour le coup, là, les qualités athlétiques en général, les mecs, ils les ont en fait, les wings. Bon, quand on pense à pas mal de wings, les qualités athlétiques, quand tu fais 2 mètres, en fait, t'as déjà des qualités athlétiques. S'il y a un mec en fait qui se démarque au niveau du QI basket en défense et aussi en attaque à travers des briques de playmaking, mais aussi, tu vois, la connexion. Alors, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un franchise player, mais s'il est capable de le faire, en fait, tant mieux, quoi. On dit franchise player, mais tu vois, on peut. Enfin, un mec comme Kate Cunningham, je suis pas sûr qu'il sera franchise player toute sa carrière. Donc au final, il pourra être une deuxième option. Et en fait, en tant que deuxième option, aujourd'hui, on voit des deuxièmes options qui ont énormément la balle en main pour créer aussi. Donc c'est un peu des co-franchise players, quoi. Donc ouais, l'aspect QI basket, je trouve que sur les wings, c'est un truc qui peut vraiment te démarquer des autres, en fait, des deux côtés du terrain. Ça, c'est marrant parce que. Alors, pour moi, Cage, je mettais plus dans les combos, mais pourquoi pas le mettre chez les wings. Mais c'est rigolo parce que, tu vois, moi, je suis un peu comme toi. J'avais un. Donc, toi, Jasper, t'as un aspect qui est un aspect technique avec le shoot, la polyvalence aussi. Là, la polyvalence, c'est un peu plus que de la technique. Paul, toi, t'as un aspect qui est plus des choses qui sont dures à aller chercher avec le travail, avec le Q-basket. Et moi, j'avais Ouais. aussi un élément qui est dur à aller chercher avec le travail, c'est l'explosivité. Et je me demande, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ces wings, c'est pas finalement les joueurs sur lesquels il y a le moins besoin de se projeter comme un joueur fini en fait et de se dire bon, on va arriver à le polir. Par contre, il faut des bases de trucs qui se travaillent pas. Je sais pas ce que t'en penses, j'espère, tu vois, le Q-basket, Le côté brut, l'explosivité. Ouais. le côté en fait où tu te projettes facilement. Tu vois, on parle de Scotty Barnes, de Kuminga. Je regarde là, bon, dans Okoro, il n'y a pas. Mais souvent, effectivement, ça te dépose 3-4 qui, effectivement, ont un profil athlétique tellement incroyable et qui ont un minimum de Q-basket. Je dis que s'ils travaillent un petit peu le reste, ça en fait un joueur tellement complet que tu as le côté vraiment franchise où tu peux. Il est vraiment. Je sais pas comment dire en français, pardon. Enfin, tu peux facilement poser les socles de ton équipe sur ce joueur parce qu'il peut tout faire, parce qu'il a un minimum de passing et comme par son shotmaking souvent, il est tellement fort qu'il va attirer les aides. Je pense à un mec comme Paul George. Je trouve pas que Paul George non plus a un playmaking énorme, c'est juste que il est quand même très intelligent,
athlétiquement, il est au-dessus. Défensivement, il est très bon. Du coup, ça fait que forcément, il va effectivement attirer les aides. Et comme sur Drive, il est plutôt intelligent, bah, ça en fait effectivement un franchise player parce il est complet partout. Je pense que là où tu peux accepter, par exemple, comme des joueurs pour Trae Young, pour les meneurs, d'avoir un red flag, je pense que c'est encore mieux quand ton wing, il est vraiment complet partout. Et du coup, ça fait vraiment le centre de l'attention de l'équipe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur ces profils de wing, il y a eu un, un traumatisme un peu avec les. Moi j'ai cette impression-là et du coup c'est pour ça que c'est important dans mon scouting, notamment l'explosivité. Il y a eu un peu un traumatisme avec les Michael Beasley, les Anthony Bennett. Tu vois ces mecs-là qui sont grands, donc tu te projettes parce qu'ils sont grands, mais en fait quand tu te transposes à la NBA, tu as le fameux profil pas assez explosif pour les 3. En fait, c'est soit il est trop grand pour les 3 et il est trop explosif pour les 4. Et puis parfois, tu as l'effet inverse. Il est trop petit pour les 4, il est pas assez explosif pour les 3. Et qu'il y a eu un peu un traumatisme autour de ça. Et qu'aujourd'hui, ben, c'est devenu un truc, tu vois, un peu primordial, quoi. Tu mets quoi dans l'explosivité? Parce que je trouve que c'est assez Premier large, pas. donc c'est intéressant. Le de voir. premier pas. Le premier pas. Moi, c'est vraiment Ouais. ça, c'est le premier pas. Parce qu'après, une fois lancés, souvent, ils sont grands, ils sont longs et ils ont déjà fait l'écart. Moi, c'est vraiment ce truc du premier pas. Tu vois, les wings qui ont ce premier pas un peu zinzin. Avec eux, j'arrive à me projeter. Alors, évidemment, le cas où c'est facile de se projeter, c'est LeBron James. Mais je pense à un autre qui me vient tout de suite, que je mets un peu là-dedans, c'est Zion, qui pour moi avait la puissance et le premier pas. Parce que Zion, il avait vraiment ce profil il pouvait être aussi trop lent pour les postes 3 et trop petit pour les postes 4. Mais je trouvais qu'en plus de sa puissance, il avait un premier pas qui était assez dingue, tu vois. Moi, Anthony Bennett, typiquement, à l'époque, j'étais assez bas à cause de ça. Donc, c'est pour ça que Zachary, tu vois, pour moi, ça sera pas un franchise. Tu vois, t'es pas sur un profil franchise parce qu'il n'y a pas cet élément-là qui va pouvoir faire la différence. Et moi, sur Paolo Banchero, typiquement, j'aimais beaucoup le joueur qu'il était à Duke. Mais je me disais, putain, attention. Après, il était vraiment grand et puissant. Mais je me disais, attention, Paolo Banchero a bien le profil du mec qui ne trouvera jamais d'efficacité parce qu'il n'a pas ce premier pas, tu vois. Alors, j'ai l'impression qu'il en a pris un peu à Orlando, mais vraiment à Duke, je le voyais Est-ce pas que du c'est tout. pas aussi lié au moteur où faut, comme tu dois être très bon défensivement, avoir un bon cul basket et offensivement être bon, il faut que tu aies une régularité dans le match et un moteur assez suffisant pour pouvoir justement être régulier. Tu vois, je pense même à des mecs comme Josh Jackson, qui était un peu le fantasme de Oui, tout Kevin à fait. Durant. Josh Jackson, très Ça bon, pas très réussi bon parce que exemple. Ouais. pareil, athlétiquement il est là, je pense que le premier pas est là, c'est juste que pareil en termes de moteur et bon, pour le coup du cul basket, il n'est pas là et du coup, si le joueur il est bon une action sur trois et que tu vois ses bribes, mais que au bout d'un moment bah tu vois que c'est juste pas régulier, c'est assez compliqué. Mais je pense que Josh Jackson on est vraiment sur le profil de joueur où beaucoup de gens ont fantasmé parce que il cochait beaucoup de cases en fait. Paul, toi, tu m'as repris un peu là sur ce truc de l'explosivité. Tu le vois comment, toi, ce truc-là? En fait, je pensais à Melo et je me disais, en fait, lui, il a fait limite sa carrière sur le premier pas, quoi. Bon, il avait d'autres qualités, évidemment, mais le premier pas de Melo, c'était la différence, en fait, à chaque fois qu'il avait balle en main. Donc, ouais, je pense que c'est un truc qui peut vraiment faire la différence sur ces postes. Notamment parce qu'en fait, comme on l'a dit, en général, ces mecs, en fait, ils ont des qualités athlétiques à peu près similaires. Donc, et je trouve justement que sur ce premier pas, il y a aussi des mecs, des fois, où on se dit, un mec comme Paul George, évidemment, il a un premier pas très bon, mais des fois, il reste un peu sur ma faim. Après, je pense que en carrière, c'était vraiment impressionnant. Il avait un Ouais. premier pas impressionnant. Il y a eu la blessure. Et c'est vrai que depuis, il n'a plus le premier pas qu'il avait aux Pacers. Et c'est ce qui fait qu'il est un peu bloqué dans ce range. Alors, il est quand même un top 20, top 25 joueur NBA, mais il n'a pas réussi à revenir. Même si à un moment, il a eu quand même une belle saison presque MVP. Mais, Ah, ok, ici, ouais. et après, c'est à quel point est-ce que tu peux faire durer aussi ce premier pas dans les années, quoi. Tu vois, c'est tout pour ça. J'aime vraiment, tu vois, je me l'étais pas mis, mais j'aime vraiment bien ce truc du Q-basket parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'est un des trucs les plus durs à travailler sur ces profils qui sont finalement modelables. C'est vrai que ça peut revenir souvent. Je pense que, enfin, en fait, je trouve que c'est vraiment le profil le plus dur à scout. Parce qu'il y a aussi des espèces de contre-exemples un peu. Tu vois, je pense à Brandon Ingram qui avait des vraies bribes, qui était à Duke, Brandon Ingram, si je dis pas de bêtises, qui avait des vraies bribes sur le playmaking, mais pour autant, alors que c'est quand même un deuxième tour de draft qui a été drafté par les Lakers, vraiment dans une idée de devenir un franchise à terme, dans une draft où il y avait il y avait du Jalen Brown, des trucs comme ça. Je trouve que
Vraiment, ça peut être un élément ouais, important. Vous trouvez pas que ces wings là, c'est les gars sur lesquels c'est le plus dur de les scouter? Ouais, je dirais que c'est le spectre le plus large. Sinon, en termes d'ailier à Duke, bah, il y a RJ Barrett, forcément. RJ Barrett, je pense qu'il a. Ouais. Je sais pas s'il a un premier pas élite, mais c'est pareil, pour le coup, c'est le shoot, je pense. Et je trouve pas qu'il non plus qu'il a un QBasket énorme. Mais c'est pareil, je pense qu'RJ Barrett est sélectionné assez haut. Et il y a un peu aussi le fantasme, effectivement, de Paul George à l'époque où c'était vraiment le Trendy qui évolue tellement, ou même je pense à Jared Culver à une époque qui avait une super hype, qui beaucoup vraiment pas réussi. Mais ce genre de joueur qui, tu te projettes en fait avec les outils qu'il a, tu sais que physiquement ça va suivre en défense, qu'offensivement c'est pareil, et du coup tu réduis je pense beaucoup de choses là où dans les autres postes t'as peut-être plus de besoins. Donc tu te dis qu'effectivement pour Jared Culver, il arrive avec un minimum de shoot normalement et de la défense, et du coup tu te dis bah en fait il a juste on va juste lui apprendre le playmaking, on va juste lui mettre le ballon en main et au bout d'un moment il va avoir ses automatismes, mais il a jamais eu le temps d'avoir les ballons en main parce qu'il a jamais été efficace. Ouais, ouais, ouais. Toi, sur la difficulté à les scouter, Paul aussi, pour toi, pour t'arriver à te projeter avec eux, ou c'est un peu plus dur aussi? C'est dur, mais en fait, en général, je pars du principe que, vu qu'ils sont que très rares à vraiment Ouais. atteindre un énorme niveau, j'ai un peu du mal parce que je pars du principe qu'en fait, ils n'y arriveront pas. Et je me dis, ok, tu vois des choses. Enfin, ouais, après, il y a toujours des profils un peu générationnels comme Zion, où là, tu étais sûr de certaines choses avec Zion, mais en général, ces ailiers-là, c'est. Moi, je pars du principe qu'en fait, ils n'y arriveront pas. Et donc, j'ai du mal à m'attacher un peu à ces joueurs-là quand ils sont un peu pré-draft, parce que. Il y a souvent en fait les mêmes aspects et les mêmes qualités que tu vois un peu chez tous les mecs. Et donc du coup, vu même un Jimmy Butler, en fait, il a percé sur le tard, tu vois. À Marquette, il n'était pas si impressionnant que ça. Donc c'est compliqué avec ces joueurs-là parce qu'il y en a que très peu en fait qui percent vraiment, à part des profils un peu générationnels comme LeBron, KD, Zion ou ces mecs-là. Mais c'est rare qu'un mec perce sur ces là à un niveau All-NBA, second team ou des choses comme ça, quoi. Tu vois, là, je regardais sur les 5 dernières années, sur les mecs qui ont été draftés top 10, qui sont un peu sur le profil de wing qu'on a décrit. Et quand ils étaient draftés, on s'est dit, eux, on le draft pour en faire un franchise. Bah, tu vois, j'ai sur les 5 dernières années, donc c'est-à-dire 50 joueurs potentiellement, j'ai RJ Barrett. Je compte pas Scotty Barnes qui pour moi était pas enfin, allez, on va compter Scotty Barnes. On va dire Scotty Barnes. Josh Giddey pour moi était plus considéré comme un playmaker quand il arrivait. Jonathan Kuminga, à aucun moment donné, on s'est dit que ça allait être un franchise. Les Warriors le prennent plus comme un pari. Je pense que Franz Wagner aussi, on n'est pas complètement là-dedans, mais à la limite, comptons Franz Wagner. Comment? Ah ouais, bah, si on parle de franchise là, enfin Kuminga, moi je pense qu'à aucun moment on en parlait comme un franchise. Ouais, Enfin, exactement. il y avait vraiment que des flashs quoi de pénétration et tout, mais enfin, C'est- sur les dernières années, tu vois, les ailiers, enfin, et puis même si tu remontes tu vois, à Paul George et Butler, en fait, Paul George et Butler, enfin, c'est des mecs qui ont été draftés assez bas finalement. Bon, Paul George, ça va, il est drafté dans le top 10, je crois, mais Butler, c'est fin de premier tour. Kawhi, tu vois, c'est place 15. En fait, quand tu regardes les mecs qui ont atteint un niveau All-NBA Team, un vrai niveau All-NBA Team sur les dernières années, t'as eu Tatum, t'as eu qui d'autre sur les wings? Zion, mais il n'a pas encore été All-NBA Team, tu vois, donc. Ben ouais, Je ouais, pars du principe que quand t'es All Yanis, NBA Team, t'es un peu t'es un franchise, quoi, tu vois, quand t'es All NBA Team. C'est rare que tu le sois pas, à part si, allez, All NBA Third Team, en général, t'es pas vraiment franchise, mais j'entendais Jasper dire Siakam, ouais. Yanis, ouais. ouais. Presque, Ouais, Yanis, ouais. qui est presque chez les bigs. Scotty Barnes sera peut-être pas très loin, effectivement, mais en fait, ce profil est vraiment intéressant parce que, en fait, c'est ce que je voulais montrer par ça à Paul, c'est qu'effectivement, en fait, vite, ils tombent en fait dans la draft. Et j'ai l'impression que c'est sur ce genre de profil où il y a le plus d'incertitudes qu'on a aussi le plus de joueurs, tu vois, qui ont été draftés entre, on va dire, 13 et 40 et qui ont fini par être des top joueurs, tu vois. Bah regarde Ouais. cette saison, juste t'as quoi de Salone, Hollande et peut-être tu mets Cody Williams là-dedans. Ça te fait déjà 3 joueurs en fait qui sont sur les places entre 4 et 13. Et effectivement, on voit que c'est souvent en plus, pour l'exemple de Ron Holland et de Jason, c'est des joueurs en plus qui sont très bruts. C'est vraiment le côté pari où tu te dis, on voit qu'il y a beaucoup de red flags et pour le coup tout le monde les voit, mais on va essayer de le fixer parce qu'on pense que il y a un potentiel un peu sous-exploité ou que c'est un diamant brut qu'il faut polir quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, je trouve ça intéressant. Là, je pense que c'est vraiment un profil sur lequel vous
pouvez vous amuser, quoi, parce que c'est les sleepers là, ils sont souvent là-dedans quand même. Moi j'ai l'impression et les erreurs sont aussi souvent sur eux pour le coup. Et du coup, Ouais. je trouve ça assez intéressant. Ouais. Ouais, Par bah, contre, ouais, en général, c'est ce qui crée les. Enfin, c'est un peu ces profils-là qui sont les meilleurs role-players en NBA, tu vois, genre Aussi, des ouais. OG Anunoby ou des mecs comme ça. Contrairement aux combos, en général, les combos, c'est pas les meilleurs role-players. Par contre, ils ont un niveau plancher assez élevé, tu vois, comme des Zach LaVine, des mecs comme ça, quoi. C'est pas des franchise players, mais ils ont un niveau, comme des mecs qui ont été All-Star et tout, et qui savent mieux porter la balle que ces mecs-là, mais on les voit un peu moins dans des gros effectifs contenders, quoi. Ouais. Enfin, les combos. Donc, du coup, les wings, on les voit un peu plus wing Ouais, je free and D, suis. un peu plus chez les contenders. Ouais, effectivement, je suis raccord là-dessus. J'espère que tu voulais ajouter un dernier truc sur ces wings. là, je veux dire qu'il y a qu'à voir cette saison, enfin la prochaine saison du coup avec Ice Bailey, qui va, je pense, être dans les mock drafts entre 3 et 10, parce que justement les gens vont avoir du mal à approcher le joueur. Il y en a qui vont dire bah ouais, mais c'est le nouveau KD, il y en a qui vont dire bah ouais, mais c'est juste un OG. Enfin, du coup, il y a ce côté où effectivement c'est tellement large et comme on demande des qualités, je pense, assez complètes, il faut un scouting vraiment précis. Et encore, le contexte, je pense, est vraiment super important pour ce genre de joueur. Bah, Zachary Rizaché est un bon exemple de ça aussi, qui a fini premier, mais qui dans les 2 dernières années, aussi même si chez lui, je pense que c'est plus l'aspect mental qui l'a fait baisser par moment, mais qui a quand même beaucoup alterné, quoi. Entre Ouais. être premier, redescendre autour de la 10e place, remonter premier, alors que les Bah, outils. Renaud Land la dernière aussi. Hein. Renaud Land, ça t'en parle dans un top 3. Au bout d'un moment, on dit qu'il est même pas dans les 15 parce que Vosges dit qu'il va pas être loterie. Au final, les Pistons se prennent presque à la surprise en 4 ou 5, je sais plus. 5, Mais ouais, ils le prennent, ouais. c'est toujours des joueurs où t'as un côté quand même incertitude. Ouais, je suis assez d'accord. Messieurs, je vous propose qu'on passe au big. Qu'on passe au big. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs profils de big. Là encore, c'est quoi vos critères un peu clés sur les bigs? J'espère, je te laisse démarrer. Voilà, c'est tellement large, je sais pas par où commencer. Euh, je pense que c'est la défense quand même. Ouais. J'accepte plus facilement qu'un combo guard soit un peu mauvais en défense. Par contre, c'est un big et mauvais en défense, ça se voit tellement facilement. Et j'associe ça presque, on pourrait dire, au moteur, au côté rebond. On voit un mec comme Marvin Bagley, si il a un super moteur à Duke, hein, mais si il est pas forcément très bon au rebond et qu'en défense il sait pas défendre le pick and roll, ce n'est pas un joueur NBA. Ou en tout cas, c'est pas un starter, encore moins un franchise. Donc, je regarde par Jokic en fait, des intérieurs aujourd'hui franchise qui ne sont pas presque élites en défense, ça n'existe pas selon moi. Ben, il y a le spectre Sengun, tu vois. Même si pour moi on n'y est pas, il y a Ouais. Sabonis quand même, qui chez les bigs bon, après, certains diront que c'est Fox, mais on peut aussi entendre que ça soit Sabonis, le franchise. Mais c'est vrai que sorti de ces 3 exemples, et qui sont quand même extraordinaires, hein. Peut-être ça va donner un autre aspect, Paul, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais un autre aspect sur le playmaking. Mais c'est vrai que quand on n'a pas la défense, c'est assez compliqué, ouais. Ouais, c'est marrant, il y a plein de choses à dire sur les bigs. En fait, en général, plus un joueur est grand et plus son profil est rare, en fait, et s'il est skill, ça le rend encore plus rare, quoi. Tu vois. Mais après, je pense qu'il y a aussi pas mal de fantasmes sur les intérieurs. C'est-à-dire quand tu vois un intérieur qui a un peu du passing, pré-draft, chose, etc. Et en réalité, c'est rare qu'un intérieur, tu lui donnes beaucoup la balle en main et qu'il fasse, enfin, que tu peux vraiment lui donner des opportunités de créer pour les autres, à part exception comme Jokic. Et il y a pas mal de fantasmes. Après, tu vois, moi sur un intérieur, je regarde pas mal aussi sa capacité en fait à se faire respecter physiquement des deux côtés du terrain. Ouais, en défense, notamment sur la défense en drop, sur le non défensif. Et aussi en attaque, parce que c'est quand même important aujourd'hui, tu vois, de pouvoir un peu sanctionner partout enfin, d'un point de vue un peu plus global et collectif. Donc, pouvoir donner la balle à ton intérieur et qu'il puisse sanctionner, tu vois, sur des choses comme ça. Que le hook, tu te le crées aussi, en fait, en bougeant l'autre physiquement. Donc, la dureté physique, en fait, d'un intérieur, elle est vraiment importante. Parce que s'il n'est pas capable de se faire respecter physiquement, s'il n'est pas dur, au moment, en fait, il sera très plafonné, il sera même plus sur le terrain, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est même pas possible. Et même s'il n'est pas forcément très skill, tu vois, je pense à un Jarrett Allen. Jarrett Allen, en fait, il se fait respecter physiquement des deux côtés du terrain. En attaque, il a un petit hook.
On a aussi des flashs de passing, mais en défense, il est capable vraiment d'absorber le contact. Même si finalement, il n'est pas si impressionnant que ça, tu vois, il n'a pas un coffre énorme, mais en fait, si, il a quand même un sacré coffre. Donc le physique, est quand même une donnée assez importante. En plus, il y a des qualités vraiment athlétiques pures. En plus, c'est ce que tu recherches en fait chez un intérieur. Après, pour le côté franchise player, pour moi, le footwork, c'est aussi un aspect je trouve, assez sous-coté en fait sur les intérieurs. Parce que tu peux avoir du toucher près du cercle, mais si en plus tu sais t'as un footwork qui est au-dessus de la moyenne comme un Şengün, je sais pas si Şengün deviendra un franchise player, mais quand tu analyses son footwork, c'est quand même assez impressionnant quoi. Ouais, je suis assez raccord avec toi. Dans ce que vous avez dit, après je te relance Jasper, mais dans ce que vous avez dit, moi effectivement, Paul, comme toi, sur le passing, c'est un peu un warning pour moi. C'est-à-dire, je trouve qu'on a beaucoup de gens qui mettent de la valeur au passing des pivots, alors que je suis d'accord avec toi, elle n'est vraiment mobilisée que si le passing est élite. Et donc tous les joueurs, on se dit, ah, il a un peu de tout et il a du passing, donc on peut se projeter très loin. Je suis un peu limité parce que la réalité, c'est à quel point on donne on confie un peu de playmaking au pivot, elle est quand même assez, au big, elle est quand même assez basse. Tu vois, moi, le premier exemple que j'ai en tête, moi j'adore son passing, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas assez élite pour être vraiment mobilisé à haut volume. C'est Jalen Duren. Où pour le coup, ben, tu as du mal à le voir à mobiliser à haut volume, et du coup, ben, finalement, qu'est-ce que tu donnes à cet aspect-là? Et bon, pour le coup, lui, il arrive un peu à le transposer. Et j'en ai un deuxième, effectivement, c'est parce que la défense, évidemment, c'est le cœur des bigs. Non, mais c'est la punition des mismatchs. Il faut quand même que tu sois sur des profils qui sont en capacité de punir les mismatchs. Et on a eu, je trouve, historiquement, dans la NBA, des bigs incapables de punir les mismatchs qui ont une très grosse cote et qui ont été projetés comme des franchises. Et ça a du mal, tu vois, à passer le cap. Tu vois, j'ai deux exemples en tête. C'est James Wiseman, qui est drafté en 2, qui avait un peu de shoot, beaucoup de protection de cercle. Le Q-basket était un peu bas pour le coup, mais pas de capacité à punir le mismatch. Et le deuxième, alors Paul, ça va pas te plaire, mais c'est Evan Mobley, qui pour moi n'arrive pas à passer ce dernier cap parce que, ok, il est extraordinaire en défense, à proprement parler, mais l'attaque est vraiment problématique pour passer ce dernier cap, quoi. Ouais, ouais. Mais après, sur Evan, c'est un peu compliqué parce que bon, je trouvais que quand il jouait à USC, il y avait quand même des vrais, enfin, un peu plus que des flashs, tu vois, sur la punition de mismatch. Et après, tu vois, je pense à un Joel Embiid où il a toujours eu ce côté capable de punir n'importe quel mismatch. Mais pour moi, ce qui a fait la différence aussi, Joel, et c'est ça qui a fait qu'il est MVP, c'est sa capacité à sanctionner à mi-distance. On n'en parle pas beaucoup avec Joel, mais l'intérieur, je parle même pas du shoot à 3 points forcément, mais en fait, quand tu es un intérieur, on te donne la balle et que tu es capable de sanctionner sur le pull-up, et ne serait-ce que sur du shoot à mi-distance, bah, ça fait une énorme différence. Après, Joel, on se rend pas compte, mais en fait, il a une énorme efficacité à mi-distance. Et c'est ça qui fait la différence, et c'est pour ça qu'il est devenu MVP. Et finalement, des mecs aussi efficaces sur les postes d'intérieur à mi-distance, bah, il y a Jokic aussi. Mais derrière, c'est un peu plus compliqué. Même Bam, où en fait à Miami, on lui donne beaucoup de ballons. Quand tu analyses un peu son efficacité, elle est pas folle quoi, à mi-distance, Bam. Donc Carrément. je trouve que l'adresse un peu sur du pull-up, ça fait aussi la différence. On en a parlé, tu vois, avec tous les profils. Et le profil d'intérieur aussi. Quand tu es capable de punir vraiment avec un gros volume à mi-distance, c'est ça qui fait que tu passes un cap. Parce que tu vois, le cap de franchise player, Bam, pour moi, il a toujours pas passé. Et c'est une des raisons, parce que lui, c'est pareil, défensivement, y a rien à dire, quoi. J'espère, j'ai deux questions à te poser là, tu vois, sur un peu les différents éléments qu'on vient de donner. La première, je te pose les deux, on démarre par la première, puis je te la rappellerai, t'inquiète pas, la deuxième si nécessaire. La dimension physique, là, ce que dit Paul, la capacité à s'imposer physiquement. Je sais qu'il y a un truc qui est assez difficile dans ce scouting, alors pour le coup, c'est beaucoup plus facile avec les Européens, c'est sur la transposition. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui peuvent dominer physiquement face à des enfants, hein, en fait, concrètement. Et parfois, on peut avoir un peu du mal à se transposer. Donc, comment toi, tu abordes un peu ce truc-là? Et la deuxième, c'est sur les rim protecteurs qui stretch aussi, mais je te la pose après. Donc, cette première question déjà. Ok. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le scouting, il y a plusieurs ligues. Donc quand tu vas observer en Euroleague, comme on l'a dit, si tu joues contre des professionnels, souvent c'est des joueurs qui sont adultes, qui ont 4 ou 5 années dans les jambes. Là où NCAA, tu peux avoir des fois 22 ans, et tu peux jouer contre des joueurs qui ont 17 ans, qui, en plus, en termes de puberté, n'ont même pas atteint un seuil. Donc, prends l'exemple par exemple d'Anthony Davis.
t'avais l'impression d'avoir un joueur qui jouait avec des enfants. Et du coup, tu pouvais aussi facilement te transposer. Je pense aussi à lui parce que forcément, je pense à un franchise player intérieur, il n'a pas énormément. Ouais, c'est Et il vrai. remplit les critères qu'avait dit Vinny. Mais effectivement, des joueurs qui ont dominé, il suffit de voir, par exemple, en termes d'intérieur pur, Oscar Tshiebwe, la dernière à Kentucky, il fait une saison en 20-16. Mais pourtant, on s'est rendu compte que ce genre de joueurs, euh, ils ont tellement souvent peu de mobilité et le jeu NCAA permet de tellement Ah, intéressant. Ok. te poser dans la raquette que je pense aussi par exemple à Luka Garza. Ce sont des joueurs qui ont énormément dominé en NCAA, sauf que le terrain est plus petit, les possessions sont plus longues, donc tu as plus le temps de te mettre dans la raquette, tu as plus le temps de dominer physiquement et d'avoir un impact physique comme a dit Vinny. Par contre, on sait qu'en NBA, quand tu arrives contre des tontons, on va dire le terme, hein, même contre des mecs comme Nerlens Noël, tu vas te faire un peu tabasser et que déjà tu auras beaucoup moins de ballons au poste parce qu'il faut être un top 3 pour avoir un ballon au poste. On voit que même un mec comme Sengun, il a mis du temps pour avoir des ballons et pour les gagner, ces ballons, pour les mériter. Parce que aujourd'hui, la NBA fait que tu vas très peu jouer au poste. On va le voir, je pense, avec justement ce qui est intéressant, c'est de voir comment Memphis va utiliser Zakidi, qui était un des joueurs qui jouait presque 2 fois plus au poste que Jokic. Je pense pas qu'il aura 2 fois plus de possession au poste que Jokic la saison prochaine. La question, par exemple, pour un mec comme Zakidi, c'est est-ce que par sa mobilité et son côté athlétique, il peut survivre en NBA? Parce que sinon, on parle d'un mec comme Boban. Boban, c'est pareil, il pourrait remplir des cases. C'est juste que athlétiquement, il rentre pas dans une NBA moderne. Je pense à des mecs comme Greg Monroe ou Okafor, qui, pour le coup, Okafor, je pense, il est drafté haut et on peut se projeter comme un franchise. Sauf qu'on voit bien que le joueur, il est obsolète dans la NBA moderne. Oui, pour cette question de mobilité, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est C'est ça. intéressant, Paul. Tu vois, je l'avais pas en tête forcément. Effectivement, la domination Pardon. physique, t'as raison, c'est super important. Je ne m'étais même pas spécialement noté, mais c'est vrai que de s'assurer qu'il le cumule avec de la mobilité, ça permet de te dire à minima, si jamais la transposition physique se fait pas, on aura toujours la mobilité, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est assez sous-coté cet aspect quand on analyse un intérieur. Après, tu vois, si on fait un bilan un peu global sur ce qu'on a dit et un peu sur tous les postes, finalement, ce qui compte, c'est on essaie de hiérarchiser, tu vois, un peu les éléments clés en fait qui font un futur franchise player. Il y a quand même la création offensive, à quel point est-ce que tu es capable de créer pour toi et à quel point est-ce que tu es capable de créer pour les autres. Finalement, c'est quelque chose, tu vois, qu'on revoit un peu sur tous les postes. Peu importe ton poste, qu'est-ce que tu fais avec la balle en main? À quel point est-ce que tu es un vrai plus pour l'effectif? Donc, quand tu joues avec les autres, et à quel point est-ce que tu crées des décalages pour toi-même au niveau du scoring? Le franchise player, c'est quand même celui qui va mettre le plus de fois la balle dans le panier dans la plupart du temps. Enfin, un mec qui met 15 points par match, dans la plupart du temps, ce sera pas à lui ton franchise player, quoi. Donc, c'est ta régularité au niveau de la création offensive et à quel point est-ce que tu es capable de le faire durant l'intégralité d'un match et aussi au niveau collectif, quoi. C'est super intéressant comme remarque et ça me fait une transition vers la deuxième question que je voulais poser à Jasper. On a vu quand même ces dernières années, alors j'ai pris l'exemple de James Wiseman, on peut prendre l'exemple par exemple de Alexandre Sarr cette année. Il y a un peu un truc sur les rim protecteurs qui stretch, qui peuvent être très vite très hauts. Donc projeté quand même quand tu es drafté top 2, top 3, c'est que tu es projeté comme un futur franchise. Avec ce que vous dites là, et Simon Paul qui nous dit il faut que ta création offensive ait une certaine stabilité, est-ce que pour toi, Jasper, on a raison aujourd'hui de coter ces rim protecteurs stretch aussi haut? Je pense que oui, parce que je pense que c'est un profil quand même qui... On en parle beaucoup, tu vois, on dit souvent Brook Lopez c'est le meilleur joueur pour Zion, pardon, mais c'est des joueurs en fait qui sont très peu, on les recherche beaucoup, mais au final, le résultat, on voit très peu parce que Brook Lopez c'est un joueur qui a su se modeler, et souvent en fait on rêve un peu du stretch, genre à la Jared Jackson Jr., tu vois, et encore Jared Jackson Jr. a même des problèmes alors que c'est potentiellement le joueur où tu te dis, ok, une raquette Zion, Jared Jackson Jr., c'est la raquette de rêve. Mais ce genre de profil, en fait, est tellement rare parce que je pense que ça réussit pas dans le sens où cette année, on l'a vu un petit peu avec Kelly Ware, qui a une hype très vite. Il faut quand même que le volume de shoot soit assez conséquent. Et ce genre de joueurs, dans les ligues inférieures, je parle de l'université aussi, c'est rarement des joueurs qui prennent beaucoup, beaucoup de shoot, quoi. Kyle Kelly Ware, juste Ware, pour on est sur information, hein, c'est le pivot qui a été drafté par Miami. C'est un 2-13 qui shoot, hein, c'est ça, hein.
C'est ça. Bah, pareil, un peu comme Evan Mobley. Hein. Evan Mobley, on en a vu qu'il y a un bout de shoot. Et quand tu vois qu'il y a la défense, forcément, ça fait un joueur qui peut stretch offensivement. Donc, qui dit stretch dit quand même une attaque plus large. Donc, logiquement, plus facilement, plus de drive, donc plus facilement attaquable, parce que plus de paint touch. Et en défense, s'il sait défendre le cercle, c'est encore mieux. Et pour les franchises, si tu ajoutes cette notion un peu de roamer qu'on peut voir chez Evan Mobley ou chez Alexander Sarr, c'est-à-dire un joueur polyvalent qui peut évoluer comme un 4 ou comme un 5, et qui du coup, on revient à ce côté adaptabilité à des systèmes différents, c'est-à-dire que tu peux le mettre avec un pivot un peu plus lourd, où tu vas dire ok, on va mettre un pivot en drop, mais par exemple Evan Mobley il va être à côté pour compenser les espaces, et ben c'est toujours encore plus valuable. Ouais, ce qui Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question par contre. Si, très bien. En fait, ce que tu nous dis, mais c'est raccord. Hein. C'est qu'en fait, ce qui fait que ces profils-là sont très hauts, c'est pas tant parce qu'on les projette comme des franchises, c'est parce qu'ils sont excessivement rares. Et c'est la rareté en fait, parce qu'en fait souvent ces profils-là, c'est ton deuxième contrat max ou ton troisième plus gros contrat parfait, il va avoir une énorme valeur si ça marche quoi. Et c'est ça qui fait qu'ils sont draftés si haut. Donc si vous les voyez draftés si haut, c'est pas tant parce qu'on les projette comme des franchises, c'est plus parce qu'ils sont pour le coup très très rares. C'est ça que tu nous dis, j'espère, d'accord. Ouais, bah, il suffit de voir par exemple l'évolution de Giannis quand il évolue avec John Henson et Ton Maker, quand il y a un Brook Lopez sur le terrain, ça aide un petit peu. Bah ouais, ça te débloque justement tous ces autres Ouais. joueurs. Déjà, ça te débloque un joueur qui a pas de shoot, si besoin. Donc, tu vois, tu parles de Giannis, tu parles de Zion, donc c'est un super complément. Et puis, si jamais les 5 shoots, t'as ton spacing parfait et ça te permet d'aller. Donc, là pour le coup, c'est la rareté du profil qui fait le pic haut, c'est pas tant la projection comme un franchise. C'est ça. Euh, C'est pareil avec LeBron et Anthony Davis. Tu disais en fait que LeBron il a pas forcément un shoot ou un shoot making elite, mais comme Anthony Davis pas partie du spacing, tu dis que ta paire intérieure est forcément Ouais, parce hyper que, complémentaire. Paul, dis-moi, je me trompe pas, mais on a jamais eu en fait un rim stretch franchise. C'est jamais arrivé? Enfin, Joël, un ouais, petit Joël, peu, un mais peu. c'est pas, il stretch pas sur un gros volume, quoi. Bah, 4, mais ça, on a très vite compris que c'était pas un franchise. Et pas un Chris défenseur. Bosh? Avec Chris Bosh, c'est Toronto et ça fait un petit bout de temps quand même. Ouais, puis il shootait pas à Toronto. Enfin, il stretchait pas à Toronto. C'était quand même plus du post-up. Mais bon, après, c'est aussi ça traduit. Alors, c'est un bon exemple en fait, l'exemple de Chris Bosh. Ça traduit aussi que cette vision de la NBA, elle est assez récente. Et que, en fait, ça a 10 ans, quoi, de voir les trucs comme ça. Donc, finalement, il faut aussi que les joueurs sortent à un moment donné. Tu vois, je pense à Chet Holmgren, qui pour moi, enfin, je sais pas si pour vous, c'est un profil de franchise à terme. Il se trouve qu'il a OK ici. Mais s'il avait été ailleurs, pour moi, on y est presque. Mais c'est vrai que sur ces free and D, là, sur ces protecteurs de cercle qui stretch, moi je suis d'accord avec Paul là, sur ce côté des franchise players, il faut qu'à un moment donné il y ait de la régularité sur ta création offensive. C'est quand même très très rare que sur ces profils-là, tu aies aussi de la création pour soi, quoi. Ouais. Chet en a un Ouais, bout, c'est pour ça que c'est. mais ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment. Enfin, sur un big, c'est pas vraiment un critère qui fait que ce mec-là, je vais le projeter en franchise, quoi. Un Kelly Ware, moi, j'aime beaucoup le profil et je crois en son shoot. Et il y a enfin, j'ai du mal à croire qu'il deviendra franchise et je pense que la proba qu'il devienne franchise, elle est infime. Pourtant, et donc c'est pour ça que le profil rare, oui, aujourd'hui, un free and rim prot, comme on dit, c'est un profil rare, donc c'est pour ça qu'ils sont draftés haut. Et profil rare, ça veut pas dire profil qui va devenir en fait franchise forcément ou qui sera parmi les Ouais. meilleurs de la ligue, quoi. Et je pense que notamment avec un Chet, après j'espère avoir tort, et par rapport au fait qu'il a déjà un shoot, que c'est déjà un défenseur exceptionnel, et déjà projeté, tu vois, dans les peut-être top 30, top 35 joueurs NBA. Et alors il y a des choses très intéressantes balle en main évidemment avec Chet, mais j'ai l'impression que c'est un peu, ça peut, la proba pour qu'il devienne un joueur assez plafonné assez rapidement, elle est quand même présente. Après, s'il est déjà top 15, top 20 joueur NBA, c'est déjà incroyable, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, on en revient à ce qu'on a dit, mais le franchise, c'est. Enfin, pour moi, le shoot, c'est sur ces profils-là d'intérieur, c'est pas l'élément déclencheur qui va faire qu'un tel va devenir franchise, quoi. Ouais, j'en ai d'où bien d'ailleurs de rim stretch qui est pas que ça, mais qui est franchise, qui crée pour lui. C'est bien sûr Victor Wembanyama.
que j'avais oublié dans la liste, mais qui existe quand même. Et est-ce que ça ne dit pas aussi que, je sais pas ce que t'en penses, Jasper, mais est-ce qu'il faut pas mieux en fait sur ces profils là de stretch qui protègent, bah plutôt faire des paris autour de la 15 que se saisir, je trouve ça c'est un bon exemple, hein, que de se saisir d'un pick 2, tu vois, pour aller les prendre. Bah, il y a le fantasme un peu licorne en fait. Il y a le fantasme du mec trop grand, genre Porzingis, à une époque où il est au Ouais. Knicks. C'est que personne peut le défendre parce qu'il est tellement grand que personne peut le défendre quand il shoot parce qu'il a une release tellement haute que défensivement il est présent. Et je pense qu'en plus, Porzingis, quand il est la dernière année au Knicks, on peut parler d'un franchise, je pense. Carrément, ouais, Tu lui manquais peut-être, c'est la punition de match-up, un petit peu, le jeu au poste. Non, mais on peut le mettre dedans. Oui, Moi, moi. même ça, il y avait, hein, franchement, Ouais. ouais, pour moi, il y a. Mais sinon, oui, il y a toujours ce fantasme, et justement, on le voit chaque année, la fameuse comparaison de Chris Bosh, où chaque pivot, c'est soit Evan Mobley, soit Chris Bosh, alors que ou Jaren Jackson Jr. T'as l'impression que ces trois joueurs, ils polarisent tous les profils de pivot qu'on voit dans le scouting. Alexandre Sarr, il a eu un nombre de fois de Chris Bosh ou d'Evan Mobley parce qu'il est grand et il shoot, mais c'est compliqué parce qu'en fait, il y en a vraiment peu aujourd'hui, je pense, qui sont efficaces, et encore des franchise players qui stretch comme ça, j'en vois pas, tu vois. Ouais, non, non, c'est vrai. Enfin, effectivement, Jokic, Anthony Davis peut-être et Embiid, et Wemby, du coup. Ça en fait 4. J'aime pas trop d'autres de tête. Peut-être Banchero, à la limite. Ouais, mais on n'est pas vraiment. Et puis, Ouais, voilà. il protège pas le cercle, mais. Ouais, du coup, je trouve ça intéressant avec les discussions qu'on a de se dire qu'en fait, peut-être ces profils-là, il n'y a pas trop d'intérêt en fait à les chercher dans un top 3 qui a plus vocation à chercher un franchise parce que tu l'auras pas en franchise. Et peut-être qu'il faut plus aller chercher un complément sur un pic autour de la 10e ou quoi. Et peut-être que tu tomberas sur Bah, bon, quoi. Il rentre très facilement dans Ouais, une case, en fait. J'ai l'impression. Il rentre facilement dans une case de complément dans le sens où tu vas l'utiliser en tant que pick and pop. Donc tu seras jamais vraiment la première option. C'est-à-dire que tu vas permettre à l'équipe d'avoir une solution en plus comme Chet, plus que d'être le point d'ancrage de l'équipe. Ouais, j'ai quand même l'impression que c'est souvent des options 2 un peu parfaites, ou presque. Tu vois, des Mobley, des Jaren Jackson Jr., pourquoi pas des Chet dans les années à venir. Davis aussi, même si Davis, pour le coup, il est tellement élite sur certains aspects du jeu qu'on peut considérer comme franchise. Après, moi, je pense quand même qu'en général, finalement, quand tu regardes les intérieurs, en fait, soit ils sont pris dans le top 3, top 4, soit en fait, ils sont pris autour de la 15e place. Et c'est rare d'avoir des intérieurs qui sont pris entre la 4e et la 11e ou 12e place, quoi. Ouais, les intermédiaires, c'est Donc, un peu. je Ouais. pense que ça vaut quand même le coup de les draft très haut. Tu peux avoir une superbe option 2, comme les joueurs que je viens de citer, c'est un plus. Et du coup, bah, la proba pour que ces mecs deviennent des franchises, c'est-à-dire aujourd'hui, encore avec Evan, moi, après, je suis supporter des Cavs, donc tu vois, j'ai encore, j'espère encore qu'il peut devenir un franchise. Et un mec comme Jaren Jackson Jr., tu sais qu'il ne deviendra jamais franchise, quoi. Tu sais que voilà, ça va être une deuxième option ex aequo super à côté de Ja, quoi. Le fameux fantasme donc d'Evan Mobley qui se développe offensivement. Je pensais qu'il Ouais. était mort chez les Cavs, mais en fait il est pas mort. En fait il existe Ah non, encore. il est pas mort, ouais, malheureusement. Il existe encore. Bon messieurs, je vous propose qu'on conclue. On s'était dit qu'on ferait 1 heure. On a fait 1h35 évidemment. C'est comme d'habitude, on est incapable de tenir l'heure qu'on se donne initialement, mais c'est aussi l'intérêt de ces podcasts. C'est qu'on peut parler d'un sujet un peu en longueur. On essaie de jamais atteindre les 2 heures. Pour pas non plus que ça soit complètement indigeste. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire les gars sur ces franchises? Paul, t'avais esquissé un premier mot là avec cette nécessité de la création offensive. Est-ce que toi Jasper t'as un dernier truc ou pas forcément à donner là sur ces profils de franchise? Non, quand j'y repense, je pense qu'on évoque souvent beaucoup aussi le côté scoring. On l'a vu avec le pull-up pour les meneurs. Le côté combo guard, c'était avant tout des scoreurs. Le poste 3, on a dit aussi que c'était un joueur qui était facilement utile en ISO ou en contre 1. Et du coup, pareil pour l'intérieur franchise, qui est un joueur quand même qui sait punir à mi-distance et qui sait jouer au poste. Et c'est un peu facile de dire ça, mais c'est la capacité en fait à scorer. Donc ce serait vraiment le truc le plus qu'on retient, je pense. Donc Non, ça j'ai nous pas reviendra grand-chose. peut-être à... C'est rigolo parce que tu vois, ça me fait penser à notre premier sujet sur les playmakers, où en fait, les playmakers peuvent devenir des franchises, mais en fait, c'est extrêmement difficile de les projeter comme des franchises quand tu les scoutes. Tu vois? Ouais. Je trouve ça intéressant de se dire ça, et en fait, on préfère largement aller sur un combo qui a un bout de playmaking, se dire lui, ça deviendra un franchise, plutôt qu'aller sur un pur playmaker qui a un bout de shoot, quand bien même on sait que le playmaking, c'est le truc le plus dur à développer.
Tu vois, je trouve que c'est rigolo. Et aussi, je trouve que toutes les franchises ont un peu leur franchise, et toutes leurs principal ball handlers. Du coup, tu vas plus chercher un joueur de complément. Par exemple, tu vois les Rockets, ils ont pris Richie Parle parce qu'ils savent très bien qu'il fit, et que prendre encore un ball handler à côté des Amen Thompson et tout, bah juste tu bouges l'effectif. Donc effectivement, c'est plus simple maintenant d'avoir des meneurs qui savent jouer au ball et qui savent évoluer en fait comme des postes 2, plus que des postes 1 à l'ancienne, quoi. Ouais, je suis complètement raccord avec ce que tu décris. Messieurs, je vous propose qu'on s'en arrête là. On se retrouvera peut-être pour le deuxième épisode, du coup, qui se consacrera un petit peu plus au role player. Sujet pas forcément simple de savoir comment repérer des futurs top role players. En tout cas, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!